Moi, une fois que j'ai enlevé ma robe, je suis comme tout le monde. Je cours vite faire mon marché, je pars vite faire prendre mon caddie, mettre ce qu'il faut pour déjeuner, pour dîner. Et à 83 ans, elle est toujours la même, Chantal Goya. Inclassable et libre. Ma force, c'est que j'ai jamais écouté le showbiz. Chantal Goya tient ça de son enfance, intrépide et courageuse. De sa fidélité aussi à l'homme qui deviendra son mari, le parolier Jean-Jacques Debout, le premier à lui avoir prédit un destin hors norme. Il m'avait dit, la première fois que je l'ai rencontré, il m'avait dit, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. J'ai dit, il est fou celui-là. Chantal Goya, qui se rêvait journaliste, a embrassé sa vie d'artiste avec passion, y compris quand certains l'ont prise, comme elle le dit avec humour, pour une conne. Il y a un i devant, voilà, c'est très embêtant pour ceux qui m'aiment pas, mais malheureusement, il y a un i devant. Et conne, avec un i devant, ça donne icône. Entre vous et moi, l'iconique Chantal Goya célèbre ses 50 années de carrière, comme elle a toujours vécu, cache, désopilante et sans langue de bois. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, elle devrait être dans un EHPAD ». Je leur réponds « Mais dis donc, faites attention, c'est pas moi qui aille chanter pour vous dans l'EHPAD ». Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entre vous et moi. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vois que vous êtes touchés par les invités que nous vous présentons depuis cette nouvelle saison d'Entre vous et moi. C'est fort de vous lire, de voir vos émotions sortir, continuer de nous dire comment ces témoignages de vie, ces chemins de vie résonnent en vous, s'ils vous font du bien, en tous les cas pour nous. C'est un cadeau de chaque jour, alors c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans cette nouvelle émission avec notre nouvelle invitée. Et pas des moindres. Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Joie de vous recevoir. Merci. Ça fait bizarre. Hein. Ah ben oui, je suis en vrai. Hein. Waouh, c'est toute mon enfance qui défile là. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. J'ai l'impression que la petite fille qui écoutait Bécassine, Pandi Panda, je les connais toutes. Hein. Et oui, c'est toute l'enfance. Et comme je dis, l'enfance est sacrée. Et j'ai eu la chance d'avoir tous les enfants tout d'un coup qui m'ont choisi, on va dire. Et vous êtes toujours là, petite fille, toujours... Ben moi, je suis là en tant que comment dit-on, un membre de la famille, on va dire. Ouais. C'est la famille qui est toujours présente près de moi et tout mon public, c'est ma famille. En tous les cas, j'ai l'impression que vous n'avez jamais cessé de croire en vos rêves. Ah oui, moi j'avais des rêves de... Comme j'étais née au Vietnam et que de petite fille et pas des choses très drôles, ouais. J'imaginais plein de choses et puis tout ce que j'ai imaginé, c'est arrivé sur scène. Et ça continue. Voilà. 50 ans de carrière. Oui. Ben, j'ai commencé en 75 et on est en 2025. Alors j'ai fait le compte un jour, je dis oh là là, ça fait déjà 50 ans, c'est passé tellement vite. Et là, on fait la fête. On fait la fête, on se rappelle des souvenirs, on se dit que finalement, j'ai bien fait de le faire, parce que je ne devais pas le faire au départ. J'aurais jamais dû rencontrer Jean-Jacques Debout, ni marier avec lui, ni être chanteuse, ni comédienne. J'aurais dû être journaliste, grand reporter, mais pas du tout chanteuse. Et le hasard a fait dans ma vie, mais ma vie est faite plein de hasards et plein de rencontres. De toute manière, c'est ma vie. On va le découvrir ensemble. Chantal Goya, notre invitée. Et alors, question que je pose à tous mes invités. Tu ou vous? C'est bizarre de... tu. Ça fait bizarre de dire tu à Chantal Goya. Ben voilà. J'ai le droit? Oui. Tu. Merci. Merci. Merci d'être là. Chantal Goya, qu'on ne présente plus, des chansons qui font partie de notre patrimoine populaire, et j'allais dire celui le plus précieux, notre patrimoine enfantin. Waouh. Oui, c'est ce que je dis, l'enfance c'est sacré, et tout ce qu'on apprend petit, ça reste très longtemps dans son cœur, quand on garde son âme d'enfant, mais même au-delà, parce que je vois mon public, quand je chante sur scène, quand je fais des zéniths ou des petites salles, il y a beaucoup de parents, je suis toute leur enfance. Hein. Ah bah, partout, en tout cas, vous en êtes France, en Belgique, au Liban, dernièrement en Tunisie, c'est la folie. Et Chantal Goya, la petite fille sage, mais la rockstar aussi, parce qu'aujourd'hui vous êtes devenue une vraie rockstar. Et on va découvrir pourquoi. Vous êtes d'accord? Rockstar, ça vous va? Oui, c'est bien. C'est ce que dit mon mari. Mon mari me dit toujours, Jacques, tu te rends compte que tu es une rockstar? Mais oui, très rock. Bon, j'ai du mal à dire vous. Hein. Je vais essayer dessus. Hein, On va revenir justement à cette petite Chantal qui a grandi au Vietnam. Chantal Goya, c'est pas ton vrai nom? Non. Chantal de Guerre. Oui, c'est le nom de mes parents, voilà. De mon papa et de mes frères et sœurs. Et je me souviens que, de toute manière, je n'avais pas l'idée de chanter du tout dans ma tête. Quand j'étais toute petite, je suis partie du Vietnam à l'âge de 6 ans. Je suis arrivée en France par le bateau. On a dû s'en aller en vitesse, même très vite, parce que sinon on n'aurait pas été là. C'était pendant la guerre d'Indochine? Oui, c'est ça. Et puis avant, c'était le Viet Cong. Et puis bien avant, c'était les Japonais. Donc tout ça, maman l'a connu, puisque ma mère, elle est arrivée de la Martinique, elle avait 3 mois.
Et elle est restée 25 ans en Indochine parce que mon grand-père a installé tout le centre anticancérologie à Phnom Penh. C'était un élève de Pierre et Marie Curie. Et papa était sur une plantation, parce qu'à l'époque, les parents envoyaient leurs enfants sur des plantations, parce qu'ils avaient des actions dans les plantations. Donc papa s'occupait d'une grosse plantation près de Saigon. Il a rencontré maman. Et maman m'a raconté, c'est ma petite sœur qui m'a dit que quand elle a vu mon père, maman, elle avait 17 ans, elle était avec sa meilleure amie d'école, ils étaient en première, et elles ont dit en riant, le premier garçon qui s'approche de nous, on se marie avec lui. Et papa a vu maman, il était approché de maman, mais pas de son ami, et maman s'est mariée avec lui, à 17 ans. Beau gosse, papa, ou pas? Ah, il était très beau, oui. Ouais, très, très bien beau. en plus. Oui. Papa qui s'appelle Bertrand de Guerre Oui. et Colette d'Artigenave. Oui, un nom bien de... Alors, mon père est vosgien, de Remiremont, donc des caractères bien trempés. Ouais. Et maman est de, pas loin, dans le sud-ouest, Tarbes, Maubourguet, Bigorre, Bagnères de Bigorre, donc un caractère bien trempé aussi, donc, dont j'ai hérité de ces caractères et de cette ligne de conduite qui a toujours été en moi. La tienne. Né le 10 juin 1942 à Saigon, Oui. qui est devenu maintenant Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Tu as 83 ans, Chantal. Oui, mais moi, je compte jamais les âges, parce que les âges, pour moi, c'est des chiffres, et moi, les chiffres, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais fait ma vie par rapport à l'âge. J'ai fait ma vie par rapport à ma santé, par rapport à mon énergie, par rapport à surtout mes idées et tous les projets qui arrivaient. Mais je ne disais pas, il y a 60 ans, on va arrêter, parce que j'ai jamais posé ces questions. Et ma mère, pareil que moi, et ma grand-mère encore moins. Je me souviens de ma grand-mère qui habitait Cannes, et elle était fatiguée, elle avait 95 ans. Et je lui dis, mamie, on va aller boire un verre. Oh non, je suis fatiguée, ma chérie, tu sais, venez à la maison. Je dis, oui, on voulait aller au Martinez. Je me mets ma robe et j'arrive, direct. Chaque matin que tu te lèves, tu te dis pas, j'ai 83 ans, j'ai déjà bien vécu. Tu te dis non, c'est le début de quelque chose. Mais je ne me pose même pas ces questions-là, moi. Je me dis, ça y est, voilà une nouvelle journée qui commence. D'abord, je suis une lève-tôt, je me lève d'un coup, j'ouvre les rideaux, claque d'un coup. J'arrive dans le soleil, je vois qu'il fait beau, ça me fait plaisir. J'ouvre les fenêtres, je commence à ranger la maison, enfin à ranger ma chambre, à tout regarder. Parce que Jean-Jacques ne peut pas dormir à côté de moi. Lui, il est insomniaque. Jean-Jacques, mon mari. Lui, il est le contraire de moi. Il n'arrive pas à dormir. Il faut qu'il écrive la nuit. Il faut qu'il compose. Il faut que... Non, on n'a pas le même rythme de vie du tout. Moi, je suis une lève-tôt, je suis une couche-tôt. Je ne bois pas d'alcool. Je bois pas jamais bu un verre de vin de ma vie. Même pas de champagne, rien. Et puis, je suis contente comme ça. Ma vie, elle est tracée. Mais j'ai un rythme de vie que je fais moi-même. Hein. Attention. Je me donne des comment dit-on Oui, je me dis, bon, maintenant, il est 9h, je vais préparer le petit déjeuner. Après, je mets tout le linge dans la machine à laver. C'est très organisé dans ma tête. Et ça a toujours été comme ça. Et pourquoi? Parce que je suis l'aînée de 5 enfants, donc j'ai gardé ce rythme ce rituel toute ma vie. Okay. J'ai jamais été dans le genre, tiens, aujourd'hui, je fais rien, je m'en fous. Ah non, je peux pas. On repart au Vietnam, avant même que vous ne quittiez précipitamment le pays. Si tu devais décrire la petite Chantal, en quelques adjectifs, toute petite. Eh bien, toute petite, j'étais très, très, très curieuse. Je voulais tout savoir. J'étais extrêmement patiente, obéissante, très polie. Et en même temps, non, j'étais une petite fille très disciplinée. J'écoutais bien les grands. J'écoutais tout ce qu'ils disaient. Je comprenais tout. Et comme les grands ne se cachaient pas de parler de ce qui se passait de grave ou de pas grave, j'écoutais tout, j'analysais tout toute seule. Et en fin de compte, j'étais très débrouillarde. Je savais me débrouiller et ne pas du tout. Et alors un jour, c'est ce que me raconte maman, justement, j'ai 4 ans, il y a le Viet Cong qui est là, qui avait déjà attaché mon père dans une espèce de, comment on peut dire, une camionnette. Et puis ils sont arrivés et moi, maman m'avait cachée pour pas que je sorte parce qu'elle savait que j'étais assez intrépide. Et mon petit frère était dans les bras de maman et moi je suis sortie de la maison, j'ai vu papa attaché, j'ai dit à toute l'équipe, l'équipe c'est l'armée, ils m'ont dit pourquoi vous avez attaché papa, il va très bien. Parce qu'on va pas, vous n'allez plus le revoir, dites-tu au revoir, mais comment je ne dis pas au revoir, vous allez le détacher, puis il va revenir à la maison, ils l'ont détaché devant moi et voilà. Mais moi à 4 ans j'étais hyper débrouillarde, hein, je comprenais tout, j'avais pas peur. En fin de compte j'étais élevée par des parents qui ne m'ont jamais appris la peur. C'était toujours allez, on va s'en aller, nous allons être les premiers, on va arriver. C'était toujours, allez, ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va partir, on laisse toutes les affaires, on prend un grand bateau. Je dis, waouh, c'est génial. Ouais. C'était toujours le côté aventurier, voilà, aventure. Tu dis, j'ai eu une enfance, une jeunesse austère, jamais de musique ni de cinéma. Ça n'existait pas chez moi. Quelle enfance tu as eue? Ah, mais moi, je m'occupais de la maison, j'adorais faire le ménage.
J'adorais faire la cuisine, j'adorais laver les carreaux, j'avais beaucoup de choses à faire. Hein. Tu aidais ta maman. Ma mère était très malade quand j'avais 12 ans, donc j'étais comme une petite maman pour mes 5 frères et sœurs. Oui, J'étais toujours en activité, j'avais pas besoin d'écouter de la musique, je trouvais que c'était des trucs pour les vieux. Le cinéma, ça m'embêtait. Non, mais j'ai pas du tout le même... Et encore aujourd'hui, je vais pas beaucoup au cinéma, j'écoute pas de musique. Hein. Ouais. J'ai le même rythme de vie que quand j'étais petite. Ah ouais. C'est quand même bizarre. Et quand tu rentres dans les Vosges, donc vous partez vivre à Remiremont, quand Oui. vous quittez l'Indochine, tu vas à l'école. Ça se passe comment? Ta vie, tu aides maman qui tombe malade gravement. Oui. Et puis tu vas à l'école. C'est quoi ta vie de petite fille? Eh ben déjà, j'ai repéré que l'école était au bout de la toiture de la rue Paradis. Donc j'ai attrapé mon frère, je voulais traverser les toits pour aller plus vite. Donc ma mère, elle m'a attrapé par le fond de ma robe, même de mon pantalon. Elle m'a dit, c'est pas par là qu'on passe, c'est par la rue. Tu vas pas passer par le toit. J'ai dit, mais ça va vite, regarde, on a là-bas, là. Je connais, c'est la cour où on joue. Mais Chantal, c'est des toits quand même, tu peux pas faire ça. Ah, mais c'est pas ça. Alors on remontait la rue d'Hauteville, ou alors un autre jour, je voulais voir où était le Père Noël. Je regardais toutes les rues, toutes les toitures avec mon frère. Je me prenais tous les réverbères. Donc j'en avais ouvert ici j'avais un pansement. Je trouvais c'est pas grave, on va se faire soigner. Donc j'allais à la pharmacie, je me suis fait un bobo, vous pouvez me soigner. Moi, je parlais beaucoup aux gens. Maman, quand on est arrivé, elle n'avait pas d'argent et elle me disait oh, on n'aura pas beaucoup à manger. Je dis je vais aller voir la voisine, j'ai vu qu'elle avait monté plein de courses. Alors je montais, je disais vous n'avez pas une petite salade pour nous ou des tomates ou plein de choses. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille cette petite Chantal. Ben voilà, alors je descendais, je dis ben voilà, ça y est, on a de quoi déjeuner. Pour moi, c'était normal. Après, je donnais des gâteaux, je trouvais des gâteaux que la boulangère me donnait, ben, je les donnais à la dame du dessus. Toujours optimiste. Toujours optimiste. Il n'y avait jamais dans le genre oh non, ça va être triste. Je ne connais pas la tristesse. Tout le monde est triste autour de moi, sauf moi. Mais c'est bizarre, hein, c'est comme ça que je suis née, c'est comme ça que je suis... Je pense qu'il y a une étoile qui est arrivée du ciel et puis qui m'a donné cette force. Déjà la tête dans les étoiles aussi. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ouais. C'est bizarre, hein? Et dans l'imaginaire aussi déjà. Oui, mais moi je suis une vraie Gémeaux, ascendant Cancer, Lune en Taureau. Je connais tout sur moi par rapport aux signes. Ok. Donc, ça veut je dire sais quoi Ça veut dire que d'abord on est double en tant que Gémeaux, donc j'ai un double que moi je ne savais pas moi-même. Parce que je ne connais pas tout ça. Évidemment, on ne se connaît pas soi-même dans ces trucs-là. Et Jean-Jacques avait tout repéré, parce que lui, il est très médium. Il m'avait dit, tout ce qui est en toi, je sais ce qui va se passer. Puisqu'il m'avait dit, la première fois que je l'ai rencontré, il m'avait dit, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. J'ai dit, il est fou celui-là. C'était un mariage, je dis, mais je ne sais même pas qui il est, je ne connais pas Jean-Jacques Debout. Et bien, tout est arrivé. Mais par contre, tout ce que j'ai en moi, que je donne, c'est quelque chose d'invisible. Ça, je le sais. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. J'ai jamais appris à chanter ni à danser. Tout ça, ça me gonfle. J'aime pas... vous savez, les cours de danse, moi, j'aime pas ça. Donc quand tu dis il y a une double personne, c'est-à-dire qu'il y a celle que l'on voit et celle qui vit en toi. Il y a celle de la vie de tous les jours et celle de la scène. Ouais. Celle de la scène, elle est dans la lumière et tout arrive instinctivement. Moi, il y en a un qui m'a dit tout de suite la même chose, c'est Johnny. Johnny, il est Gémeaux comme moi. Il m'a dit, tu es la Johnny à l'idée des enfants. C'est-à-dire que dans la vie, on est très réservé. Ouais. Vous me faites pas... L'autre jour, j'étais chez un médecin, Jean-Jacques parlait très fort, je me suis cachée derrière la porte, je dis oh, mais tout le monde nous regarde, mais quelle horreur, j'aime pas qu'on me voie. Il me dit mais sur scène, je dis ah mais non, mais sur scène, c'est pas moi. Ouais, oui. C'est bizarre, hein, c'est un dédoublement de ma personne, mais j'en suis consciente. Hein. Tu l'as dit, hein, ta maman est tombée gravement malade à l'adolescence, tu avais 12 ans. J'ai dû m'occuper de la famille. Tout de suite, la vie a été dure. Le leitmotiv à la maison, c'était obligé de faire. Ah oui, toujours on est obligé, mais on trouvait ça bien cette phrase. Ouais. Parce que moi j'aime la rigueur, hein. J'ai été élevée dans la rigueur, donc moi j'aime que les choses soient bien faites. Et puis j'ai pas peur de dire quand c'est mal fait, j'ai pas peur de le dire, je le dis tout de suite. Je suis pas quelqu'un qui va garder ça en lui en disant mais quelle horreur, il a pas fait ce qu'il fallait, mais comment je vais lui dire, mais je sais pas, parce oh là là, c'est pas comme ça. Moi j'arrive, je dis mais dis donc, le boulot il est pas bien, allez je vais le faire à ta place s'il faut, mais c'est pas possible. Ouais. Je suis pas du tout, et je le dis pas méchamment parce que au contraire c'est comme si j'étais quelqu'un qui apprenait quelque chose. Ouais. Pour moi c'est comme moi, quand on me dit à moi les choses, je dis ok on va le refaire mieux. Ouais. Allez on recommence. On se prend pas la tête quoi. Je me suis jamais vexée, je sais pas ce que c'est d'être vexée, on peut tout dire sur moi, je m'en fous. J'ai une robe en toile cirée, tout glisse, comme m'a dit maman, mets ta robe en toile cirée. Mais vous voyez, tout ça, ça vient de la famille, ça vient de mon éducation, ça vient de ma façon d'être, ma façon de vivre la vie. Je ne prends pas les choses... Elle vient d'où, cette force-là? Que je ressens, là. Hein. Du Vietnam, de là-bas. Des très 5 loin. Premières années. Ah ben, c'est entre 0 et 4 ans, hein. Tout se fait là. Hein. Pour moi, tout se fait là. Les moments difficiles comme les beaux moments, mais les réactions que j'ai sont assez drôles parce que... il y avait à la maison, on était au rez-de-chaussée,
rue Pelleport. Et papa disait, ah, encore un qui part par les pieds devant. Je dis, c'est quoi ça? Ben, c'était parce qu'on était devant le funérarium, là, les gens qui sont morts. Ben non, on disait, ah, c'est drôle, on part comme ça. Ouais, c'est pas angoissant. Ouais. Et puis après, il y avait toujours il y avait un garçon qui me regardait du 4e étage, qui devait me trouver jolie. Moi, je faisais mes devoirs. Hop, le rideau fermé. Tchac, devant lui, fermait le rideau. Comme ça, il ne me verra plus. Non, mais voilà, des réactions mais très, très spontanées. Ouais. Mais je n'étais pas quelqu'un de torturé ni d'angoissé. Ouais. J'avais toujours la solution et la joie de vivre. Une force. Hein. Mais oui, c'est une force. Maintenant, je m'aperçois que c'est une force, oui. Et alors le bac? Ben, le bac, je l'ai passé. Puis l'oral, j'ai oublié de me réveiller. Alors là, je me suis fait engueuler par mon père. J'ai lu ça m'a fait tellement rire. Ben oui, mais je suis très studieuse. Du reste, aujourd'hui encore, j'ai des cahiers. Moi j'écris tout. Hein. Je ne peux pas faire sur le téléphone comme tout le monde. Je ne sais pas faire ça. Bienvenue au club. Moi, j'ai tout sur un cahier. J'écris mes rendez-vous. Je m'achète des jolis carnets, des jolis cahiers. Et puis j'écris avec mes stylos les rendez-vous et tout et tout. Mais tout ça pour dire que j'étais une élève studieuse. Je travaillais bien et j'ai oublié de me réveiller. Mais c'est une folie parce que j'avais préparé mon oral, tout bien. Et papa m'a dit, bon, maintenant, arrêtons les conneries. Je te envoie en Angleterre, dans une famille, t'occuper des enfants. Déjà là pour l'été, parce que le bac c'était en juin, donc l'été, hop, là-bas. Ouais. Alors j'avais préparé des belles chaussures vernis noir, j'avais préparé un kilt, une mini-jupe. Et je me retrouve dans une ferme avec des cochons plus gros que moi. Je dis, mais c'est quoi tous ces animaux? Mais ma pauvre Chantal, vous pouvez pas, en anglais, vous ne pouvez pas rester avec vos petites chaussures. On va vous donner des bottes, un pantalon de fermier. Oh, ben, je ne peux pas aller comme ça au marché quand même. Ah ben si c'est comme ça, ben, je m'étais habituée. Allez hop, c'est le bon Gémeaux. Allez hop, on s'habitue. Ça coule. On se met au diapason. Alors j'ai pris la couleur de la ferme. Et t'as étudié là-bas après? Ben, j'ai appris l'anglais parce que je parlais anglais avec les Anglais qui étaient là, mais je parlais français parce qu'à 3 kilomètres, il y avait Londres et il y avait tous les Français, donc on se retrouvait tous. Ah ben t'es là toi aussi, ben t'as raté ton bac? Non, moi parce que j'ai fait une connerie, mon père m'a envoyé en Angleterre. Et on avait une boîte de nuit qui s'appelait La Poubelle. On se retrouvait tous dans les années 60 à La Poubelle pour danser et rigoler. Alors c'était qui? On voyait Mick Jagger, on voyait les Beatles, on voyait Françoise Hardy qui arrivait avec Jean-Marie Perrier. Par exemple, Jean-Jacques était là, mais je ne l'ai pas remarqué, mais lui m'a remarqué. Vous voyez, c'était des trucs des années 60 que j'ai vécu qui étaient génial. Et déjà, tu te disais que ce milieu-là, c'était pour toi? Ah non, non, pas du tout. Tu les regardais les Beatles, Mick Jagger? Ben oui, mais je les vénérais, je disais, ils sont formidables. Mais tu te disais pas que un Que jour j'allais- tu... Ah non, 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 mais même pas question. Moi, pour moi, je n'ai pas une voix de chanteuse, je ne suis rien du tout. Pour moi, à l'époque, la chanson qu'on entendait à la maison, c'était « Allez, venez, Milord ». Je disais à ma mère, mais c'est Milord, là, on ne peut pas l'inviter à la maison, il a l'air sympa. Non, mais tout était comme ça. Quand j'avais 8 ans, avec mon frère qui avait 6 ans, donc on habitait rue de Paradis, j'ai déjà dit à maman, ben voilà, on est au paradis déjà, c'est génial. Puis un beau jour, j'étais avec mon frère, je me suis promenée, donc à le Faubourg Saint-Denis, et là, il y a plein de gens qui sont rentrés dans un grand immeuble. Alors, on les a suivis avec Alain, et puis j'ai dit, c'est bizarre, mais tout le monde est assis, alors on s'est assis. Puis j'ai dit, mais c'est bizarre, il y a un grand papier. J'ai dit, maman, on a vu un grand papier avec des gens aplatis dedans, qui chantaient, qui dansaient. C'était le cinéma, mais je ne savais pas, moi. J'ai dit, moi, j'aimerais bien aller dans le papier. J'ai l'impression qu'à t'écouter qu'en fait, tout ce qu'on connaît de toi, ce qu'on écoute, les spectacles, c'est exactement la manière dont tu as mené ta vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais pris le pas de côté, tu avais fait un saut et que tu voyais toute cette vie C'est ça. d'en haut. C'est un peu ça, non? Et puis je la suis depuis mes départs à aujourd'hui. C'est fou. Ben oui, T'es parce pas que... dans la vie. Non, C'est ça, non? je suis au-dessus. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis dans un climat comme si j'observais. Ouais. Et un jour, Jacques Chazot, qui était un grand chorégraphe et un ami de Jean-Claude Brialy, de tous les plus grands dans les années 60, j'étais au Demago j'étais tout seul, souvent moi je vais dans les cafés toute seule pour regarder les gens. Ouais. Ça me fait rire, je me crois au cinéma ou au théâtre. Je les vois passer, j'en vois un qui rouspète tout seul, il y en a un qui rigole, on ne sait pas pourquoi. Et je les observe bien, je dis, on est vraiment au théâtre là. Hein. Ouais. On est comme une grande pièce de théâtre. C'est ce que m'avait dit De Funès. Il m'avait dit, tu vois, tu te mets dans un restaurant ou dans un café, dans une brasserie, puis tu observes et on est exactement au théâtre. Tout le monde est là. Il m'avait dit. Alors là, j'observais, et puis tout d'un coup, Jacques Chazot arrive, il prend une... Je dis, vous êtes qui, vous? Je ne vous connais pas. Il dit, je suis Jacques Chazot. Ah, mais je connais ce nom-là, vous êtes un ami de Marité Gibert-Carpentier. Oui, oui. Et puis il m'observe, et puis il me dit, tu vois, ma petite Chantal, moi, je vais te dire quelque chose que je dis à peu de gens. C'est que toi, il y a une planète, tu es là, puis il y a la planète Terre. Et tu observes la planète Terre. Ben, j'ai dit, c'est drôle ce que tu me dis, parce que c'est vrai que des fois, je suis très en observation. Et tu en as Et fait. en osmose avec les gens. T'en as fait ton métier. Le hasard a fait ça, parce que j'aurais jamais dû le faire.
C'est en remplaçant quelqu'un, on en parlera. On va y arriver. Tu veux être journaliste Oui. au départ. Tu Mais oui, c'est pour ça que j'étais en Angleterre, je parlais anglais. observer le monde, Oui, raconter le monde, oui, en exactement. étant toujours un peu Voilà. à l'écart. Oui, Eh ben, de journaliste, tu es devenu artiste. C'est Oui. la même fin. Sans le vouloir. Et ça, je découvre ça aussi. C'est le cinéma qui va d'abord te faire les yeux doux en 63. 63, En oui. 1963. 64. Le film Charade. Ah oui, Tu es figurante. À côté de qui? Audrey Hepburn, Cary Grant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe il y avait là Mel Ferrer qui était là, qui était le mari d'Audrey Qu'est-ce Hepburn. qui t'arrive là? Ben, je vais au studio de Boulogne où j'ai ma copine de classe, on a une bonne copine. Qu'est-ce que fait ton grand-père? Il est directeur des studios de Boulogne, rue de Silly, là où il y a toutes les émissions aujourd'hui. Bien sûr. Ça me rappelle tout quand je vais là-dedans. Je retrouve toute enfin, pas mon enfance, mais ma jeunesse, Ouais. mon adolescence, voilà. Et un jour, je vois qu'on tourne Charade. Et là, je dis bonjour à plein de comédiens qui viennent me dire bonjour, déjà, je ne les connais pas. Oh là là, il y a une petite brune, oh là là, mais elle devrait être comédienne. Alors, Jacques Charrier, déjà, est venu le premier. Jacques Charrier qui est mort il y a quelques jours. Jacques Charrier qui me dit, oh, vous avez toujours les mains froides. Je dis, oui, j'ai les mains glacées, mais c'est comme ça, c'est ma circulation qui est comme ça. Après, Jean-Pierre Cassel qui vient me dire, bon, mais tous très jeunes, hein. Et on dit, ah là, il y a une gamine là qui est très très jolie, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alors j'explique que le grand-père de ma copine est donc le directeur des studios de Boulogne. Et je demande qu'est-ce qu'on tourne en ce moment. Elle me dit, on tourne Charade avec Audrey Hepburn. Oh, je dis, Audrey Hepburn, mais c'est ma vedette préférée. J'avais vu dans Vacances romaines avec sa Vespa. Qu'est-ce qu'elle est jolie, mais j'aimerais tellement la voir. Et arrive une nana avec un petit tablier et un plateau. Et elle me dit, poussez-vous, poussez-vous, je fais le thé. Je dis, vous faites le thé pour qui? Elle me dit, pour Audrey Hepburn qui attend son... Oh, je dis, attendez, on va faire un truc. Vous allez vous mettre à ma place, vous allez vous reposer. Moi, je mets votre tablier, je prends le plateau. Quand tout est dessus, je vais le monter à Audrey Hepburn. Permettez-moi, je parle anglais couramment. Oh, ben, avec plaisir, moi, je ne parle pas anglais, je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Donc, je montais le thé. Oh, it's a fantastic. I love you so much, Audrey Hepburn, I love you. Et tout. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est drôle, cette petite. Mais il faut absolument la prendre dans notre film. Et puis, du coup, j'ai posé le thé. Puis, elle m'a dit, est-ce que vous voulez tourner en anglais? Je dis, OK, no problem, I love. Voilà, it's a big gift for me. Et là-dessus, j'ai dû tourner et danser avec un militaire pour faire une fête de 14 juillet. Et il y avait Cary Grant qui était là. Moi, imaginez que ma tête, parce que je les connaissais tous, de nom par leur film, et Mel Ferrer, qui était le mari de... Je rêve. Et Ben, si j'ai ton tourné. expérience de jeune fille au père devait servir à ça, en fait, que tu puisses parler anglais Oui. avec Audrey Hepburn, Ben voilà, ça m'a servi. pourquoi pas? Ben oui, ça m'a servi. Tu crois ça? Tu crois à la vie? Tu crois que la vie, elle est faite de rendez-vous comme Ah ça? ben de rencontres, évidemment. Mais évidemment. Du coup, voilà, la rencontre numéro 2 importante, c'est que moi, je rencontre Jean-Jacques que je ne connais pas, je ne sais même pas qui c'est. Ouais. Et puis, Tu as 22 ans. oui, et puis là, il me dit justement que à ce mariage, il est venu avec Eddie Barclay, que je ne connaissais pas, Sacha Distel. Ils avaient été voir Fats Domino au Palais des Sports. Je connaissais bien Fats Domino, les chansons, évidemment. C'était l'époque des surbooms pour nous. Et puis, je me disais en moi-même, mais il est bizarre celui-là. C'est le seul qui n'est pas habillé. Tout le monde est en costume et lui, il est en pull bleu marine. Il a ses cheveux tout blonds. Il a l'air complètement déjanté, mais c'est drôle. Il n'a pas l'air comme tout le monde. Alors, il voit un piano, il joue du piano. Puis, il s'arrête net, il me regarde, il traverse tout le salon. Il s'assoit à côté de moi. Moi, j'avais déposé mes articles de classe, tout ça là-bas à l'entrée. Et là, il me dit, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura 2 enfants. Vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. J'ai dit, il est complètement fou. Quel dragueur. Ben oui, j'ai dit, écoutez, moi je vais vous demander quelque chose, c'est que moi j'habite très loin, dans le 20e arrondissement, vers la rue Pelleport, là, l'hôpital pas loin, est-ce que vous pouvez me ramener parce que vous êtes tout. Il m'a dit, moi je suis à Saint-Mandé, c'est à 2 minutes. Ben, je dis, ben, alors vous me ramenez en voiture, puis on parlera. Donc il m'a ramené en voiture, puis là je me suis dit, non mais ça c'est pas possible, un mec qui me dit des trucs pareils. Moi j'ai que 22 ans, mais dans ma tête j'avais 16, j'étais toute jeune dans ma tête. Et puis du coup, il me dit, je peux avoir votre téléphone, puis je lui ai donné un faux numéro, comme ça j'étais sûre de ne pas le voir. Nous, on faisait ça à l'époque, on ne se cassait pas la tête à dire, oui, mais vous savez, non, on vous donnait un faux numéro, puis basta. Mais il était très poli, il m'a raccompagné, on se vous voyait, il m'a ramené. Puis après, il a cherché à me joindre, évidemment, parce qu'il est tombé fou amoureux de moi, et il est tombé sur mon frère, parce qu'en fin de compte, à Paris, il y avait 3 lieux où on pouvait se retrouver, c'était la patinoire Molitor, la patinoire à Paris, celle du Petit Palais, et puis des endroits de café où on allait boire juste un chocolat ou un café, on ne prenait pas d'alcool. Et puis il a rencontré Jean-Jacques, Alain de Guerre, ça lui a rappelé mon nom. Mon frère. Vous n'êtes pas le frère de Chantal de Guerre? Si, ben, moi je la cherche de partout, ben voilà notre numéro.
Et je me souviens que le premier coup de fil de Jean-Jacques, il m'appelle, il me dit « Oh mon Dieu, mais je suis tellement émue, j'ai pensé à vous parce que j'ai écrit une chanson pour vous, en pensant à vous, qui s'appelle « Nos doigts se sont croisés », que je vais aller défendre à la Rose d'Or. Mais j'en ai fait une autre pour ma grande amie Sylvie Vartan. Oh, je dis, vous connaissez Sylvie Vartan, mais je la connais pas, mais moi c'est mon idole, j'adore, parce que nous, c'est ce qu'on écoutait à l'époque. Et il m'a dit, j'ai écrit une chanson pour elle et je vais vous la faire écouter. Écoutez-la bien. Puis j'écoute au téléphone tous mes copains, quand je les vois passer. Je dis, oh là là, est-ce que c'est joli. Et j'ai même dit, vous devriez la chanter. Je dis, non, non, c'est pas pour une fille, c'est pour Sylvie. Puis après, j'ai dit, oh là là, je suis contente, j'ai écouté tous mes copains de Sylvie en priorité. Bah, imaginez ma tête. Hein. Mais t'es consciente qu'il te drague, là? Non. Ah bah non, il et toi, drague tu pas. te dis pas, attends, il se passe un truc. Non, non, je dis rien du tout. Je dis, il est très gentil, ce garçon, mais c'est tout. Bon, alors à bientôt, au revoir. Puis je raccroche, moi. Oh ben moi, je ne me pose pas toutes ces questions. On ne pose pas ces questions-là, nous. À l'époque, on ne dit rien. Puis nous, ça devient normal. Je dis, oh bon, on a eu Jean-Jacques Debout. Mon père me dit, c'est qui celui-là? Je dis, j'en sais rien. C'est un garçon qui chante, qui écrit pour Sylvie Vartan. Auteur, compositeur, voilà. Et qui n'écrit pas que pour Sylvie Vartan. Bah oui, Johnny oui, Hallyday, Dalida, Barbara. Et toi? Non, moi. allez, je raccroche. Oui. Ben oui, parce qu'on n'était pas... Moi, j'ai jamais rien fait dans ma vie pour réussir. Pas de plan de carrière? Non, oh non, il n'y en a pas. Pas de stratégie? Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a ma façon d'être naturelle, de dire oui, ça ne vous plaît pas, je ferme la porte et j'en vois un autre, puis terminé. Qu'est-ce qu'il a aimé chez toi, tu crois? Ça, justement. Ah, il m'a dit, vous êtes incroyable, vous avez quelque chose de magique en vous, mais vous ne le savez pas. Je dis, ben, j'ai quoi de magique? Ben voilà, là, il ne s'est pas trompé. Hein. Un visage d'ange aussi? Parce que c'est vrai que Oui. les photos qu'on découvre de toi à l'époque, Oui. des yéyés, Oui. c'est une jeune fille sage, mais tellement douce. Ah ben, comme quand j'étais petite. Hein. Ouais. Et moi, je sais que le jour où j'ai rencontré Jean-Jacques, à ce moment-là, moi, ça va vite dans ma tête. Je me suis dit, ce garçon, il est quand même... Ça m'intriguait. Mais c'est pas de l'amour. Hein. Lui, il était amoureux, mais moi, non, moi, j'étais intriguée. C'est pas pareil. Et puis, je me suis dit, il a écrit une chanson pour moi, mais c'est bizarre. Et il me demande de venir à la Rose d'Or le retrouver. Mais comment je vais aller en week-end avec lui? Ça ne peut pas être possible avec mes parents. Parce que mon père est très strict, hein, et maman, pareil. Alors j'ai inventé une histoire, j'ai dit à papa et maman, voilà, je vais en week-end chez ma meilleure amie qui connaissait. Papa il me dit, montre-moi ton sac, tout de suite. Je dis, bah, lui montre. Alors il y a des ballerines, il y a rien, quoi. Il y a ce qu'il faut pour le week-end. Et tu pars quand? Bah, je pars vendredi soir et je reviens dimanche. Tu te donnes bien l'adresse, tout, je donne l'adresse. J'avais prévenu ma copine que j'allais avec Jean-Jacques Debout à Juan-les-Pins, vous imaginez. Et puis quand j'arrive chez Jean-Jacques, d'abord je rencontre aux Champs-Élysées, c'est là où il me dit, je pars faire la Rose d'Or, je vais chanter pour vous. Et puis, il y avait une dame à côté de lui, et j'écoute quand il parle, et c'était la maman de Michel Legrand, qui descendait aussi à Antibes, à Juan-les-Pins. Donc, je me souviens très bien de son numéro de téléphone à la salle Pleyel, parce ses éditions étaient à la salle Pleyel. Et puis, je vais voir Jean-Jacques, soi-disant, je devais aller avec lui, et sa maman me dit, oh, mais il y a longtemps qu'il est parti en avion, vous savez, mademoiselle, je défends la Rose d'Or d'Antibes. Je fais, ah bon, mais alors... ah bon, ben écoutez, c'est pas grave, au revoir madame. Puis je ferme, je dis, mais comment je vais faire maintenant? Il n'y a plus de week-end, il n'y a rien, j'ai pas d'argent, mais comment on fait? Puis moi, hop, système D, j'ai appelé madame Legrand. J'ai dit, bonjour, c'est la petite fille, c'est la jeune fille qui était avec Jean-Jacques, j'ai raté mon avion, vous descendez à Antibes? Oui, je descends avec vous en voiture. Ah ben avec plaisir, comme ça on parlera. Je suis descendue avec elle comme si de rien n'était. Mais vous voyez, c'est que tout est comme ça dans ma tête. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'obsession. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, voilà, je vous mets devant l'hôtel. Je dis, ah ben c'est une très bonne nouvelle. Puis je me dis, oh moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire devant cet hôtel toute seule là? Puis j'entendais Jean-Jacques rigoler à la piscine. Je dis, oh là là, on dirait la voix de Jean-Jacques. Et puis moi j'avais mes bagages, je les ai posés derrière le buisson. Puis j'ai été voir, je me dis, peut-être il a une nana, moi j'en sais rien. On ne sait pas. Hein. Puis il m'a repéré, il a dit, oh Chantal, il a couru vers moi. Et puis il a dit à Dario Moreno, je te donne ma chanson, je vais avec Chantal à Saint-Tropez. Je dis, quoi, Saint-Tropez? Mais quelle horreur! Non, je ne veux pas aller à Saint-Tropez. Parce que, voilà, dans ma tête, je m'étais fait une idée de Saint-Tropez, c'est le cinéma, c'est les filles qui couchent avec les producteurs. Oh là là, je dis, non, c'est pas pour moi, j'y vais pas. Je dis, non, on va rester là et vous allez gagner, tu vas gagner, et puis tu vas avoir le premier prix, et voilà. Puis je me dis, ah, mais oh là là, je vais pas penser à une chose épouvantable, c'est qu'on va avoir la même chambre et le même lit. Oh là là, ça y est, j'ai tombé enceinte. Moi, dans ma tête... Ah ben oui, moi je touche la bras d'un mec, je suis enceinte dans ma tête. Mais oui, mais on était comme ça, nous, dans les années 60. Hein. Et alors, vous avez couché ensemble ou pas? On n'a pas. Non, moi j'étais dans le bout du lit, il m'a dit, t'es vraiment pas... Déjà, quand il m'a rencontré, je tenais ma jupe comme ça, puis je fermais la bouche. C'est qui celle-là? Non, il m'a dit, mais je suis pas le satire du bois de Boulogne.
Bon, après, il m'a mis dans un taxi. Puis il m'a donné de l'argent pour prendre le taxi. Il m'a dit, bon, écoute, partez. J'avais fait le ménage, la cuisine, j'avais tout rangé chez lui. J'avais fait le lavage, j'avais lavé les chaussettes, tout. J'avais tout lavé, tout était propre, hein, c'était nickel. Et puis là, j'étais comme ça, tout. Il me disait, mais moi, je vous aime. Oh non, moi, je vous aime pas du tout. Puis moi, je vous connais pas. Puis non, c'est trop tôt. Tout ça, c'est pas possible. Ça, non, ça marche pas comme ça avec moi et tout. Puis je mettais ma jupe. C'est lundi, je suis pas sortir du bois de Boulogne. Puis il m'a mis dans un taxi. Il m'avait donné les 50 francs, mais c'était beaucoup d'argent à l'époque. Alors moi, je dis, oh là là, le billet. Puis je me suis retournée. J'ai vu que Jean-Jacques n'était plus là. Je dis au taxi, vous arrêtez. Non, je pars plus avec vous. Je suis descendue à toute vitesse. J'ai dit au taxi, allez, salut. Puis j'ai pris le métro, j'ai gardé l'argent. Et voilà. J'avais de l'argent pour moi un mois. Mais voilà, c'est moi, vous voyez, c'est comme ça. Et tout ça se termine le 25 février 1966, oui. Le jour de votre mariage. Nos 60 ans de mariage l'année prochaine. Parce que là, tu t'es dit quoi à un moment? En fait, je l'aime, je crois. Mais non, j'étais enceinte. Je savais même pas que j'étais... Voilà. Mais je l'aime. Non, j'avais le bébé qui était là. Déjà, pendant Godard, j'étais enceinte de 5 mois, je ne savais pas. Parce que Jean-Paul est né en juin, j'ai tourné en décembre. Alors, tu vois, il faut... Bon, on y revient. Comptage, on compte. Jean-Jacques Debout te présente Daniel Philippaki, créateur du fameux magazine Salut les copains. Et il te veut comme l'égérie du magazine Mademoiselle Ashton. Voilà. Alors, toute cette génération-là connaissent bien. Et c'est là qu'on va découvrir ton visage. Aux côtés des plus grands, Sylvie Vartan, France Gall, Sylvie Vartan, François. Voilà, Françoise Hardy. Toute la période, les grands premiers, les Johnny. Tu rentres là-dedans, sans le savoir, sans le vouloir, sans y avoir jamais pensé. Est-ce que là, tu te rends compte que tu rentres dans une autre dimension? Non. Pour moi, j'ai une idée en tête. Je lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, je suis le patron de tous ces journaux. Ah, ben alors bonne idée, moi je vais être journaliste, peut-être je vais avoir ma petite rubrique. Ah oui. Moi, je suis toujours obsédée par ma rubrique et mon côté d'être, journaliste. Ouais, reporter. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai déjà un magazine à Londres que je connais bien, Seventeen. Moi, je fais le rapprochement entre un magazine... Parce que je savais ce que je voulais. Attention, j'ai toujours su ce que je voulais. Je lui ai dit, il y a le magazine Seventeen, je vais les appeler. Vous êtes Mademoiselle Ashton, et je fais ma rubrique de mode entre l'Angleterre et la France. Parce que nous, en Angleterre, il y a Twiggy, il y a toutes les artistes qui sont en mini-jupe, et vous êtes encore des jupes longues, un peu plus démodées. Moi, je vais faire la transition entre les deux. Le maquillage à la Twiggy, toute la mode qui existait là-bas, parce que j'ai vécu 3 ans en Angleterre, donc j'ai vécu tout ça. J'étais moi-même en mini-jupe, mon pull bleu marine en Shetland, toujours pareil. Et la frange et les cheveux comme ça, comme j'ai toujours eu. Ouais. Et là-dessus, il me dit, écoutez, je veux bien, mais il dit à Jean-Jacques, elle est tellement photogénique, parce qu'il est photographe en même temps, que je fais-lui une chanson tout de suite. Oh non, je ne veux pas chanter, mais quelle horreur. Et il me dit, tu sais chanter, toi? Mais non, je ne sais pas chanter. Pour moi, je ne sais même pas chanter. Mais tu vas lui faire une chanson, je la produis tout de suite. Et je la mets tout de suite sur Salut les copains, sur l'émission. Oh, je dis, oh non, puis je me dis, après tout, je vais le faire, comme ça, au moins, il me donnera ma rubrique. C'était ça dans ma tête. C'était quoi la chanson? C'est bien Bernard, le plus vénère de la bande. Et en voyant un gosse dans la rue qui s'appelle Bernard. Alors là, c'est bien Bernard, le plus vénère, avec une grosse guitare de Mickey Baker. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je ne savais même pas où on commence, où on finit. Je ne comprenais rien à la musique. Et j'ai toujours pas compris. Hein, parce que des fois, l'orchestre, il a fini, que moi, mais on commence quand? Je suis perdue. S'il y a trop de violons, non, mais il y a des gens qui sont... Toute ma famille chante très en place, et la seule qui ne sait pas chanter en place, c'est moi. C'est quand même le comble. Hein. Et Chantal de Guerre, elle devient Chantal Goya? Alors pourquoi? Parce que c'est Jean-Jacques. On part à Biarritz chez des amis. J'ai mon fils en 66. Direction, maman loue une grande maison à Saint-Jean-de-Luz par des amis. Et là, on part à Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. On va tous les soirs rigoler comme des malades au Playboy, que c'est la boîte de nuit à la mode. Et puis, mais vraiment, on riait comme des fous. On a un ami qui s'appelle Léo Guido, qui est totalement cinglé, qui nous emmène voir les corridas quand le taureau, il se prend quand le toréador se prend une baigne. Moi, je crie « Olé !» Je me fais engueuler par toutes les arènes. La seule qui crie « Olé » contre le toréador, c'est moi. Bon, déjà, ça commence bien. Et puis ensuite, on va chez Darcan, Guy Darcan, qui a un très beau château, qui reçoit tous les artistes. Alors, figurez-vous qu'un jour, il nous invite à dîner. Il connaissait Jean-Jacques. Mimi Darcan, c'était l'égérie de Chanel, une mannequin merveilleuse. Et du coup, on est invité à dîner. Et là, je mets ma plus belle robe, avec une collerette blanche que j'avais. Là, il y a Sinatra, il y a Sammy Davis, il y a tous les plus grands. Et puis, je suis assise sur un canapé avec un somptueux tableau de Goya derrière, un vrai. Parce que c'est une famille qui a une fortune colossale, mais qui invite beaucoup d'artistes. Et là-dessus, le vieux marquis d'Arcang me dit, mais ma petite Chantal, si un jour vous chantez, appelez-vous Chantal Goya, regardez le petit page, on dirait que c'est vous.
Et ben, je dis, ben voilà, on va le faire. Et du reste, mon père m'avait dit, je te préviens, si tu chantes, ma petite Chantal, tu changes de nom, parce que si ça ne marche pas, de quoi on aura l'air? Je dis, papa, ça va être fait. On va s'appeler Goya. Voilà. Chantal Goya. Et quand j'étais en Espagne, pour défendre un film, tout le monde me courait après, on faisait de la descente de Goya. Je dis, oui, bien sûr. Je ne crois pas que je vais dire non. Moi, je dis, oui, oui, oui. Si, c'est un Goya. Tu y as fait référence, hein. Jean-Luc Godard, en 66, la même année que votre mariage, c'est la sortie du film masculin-féminin. Et là, tu décroches le premier rôle, Madeleine, avec, excuse-moi du peu, Jean-Pierre Léaud, Marlène Jobert, Brigitte Bardot, Françoise Hardy. Et tu éclipses Brigitte Bardot, hein, qui elle a un tout petit rôle, hein, je pense. Qui est magnifique. Brigitte, elle est sublime. Oui, mais c'est toi qui es en haut de l'affiche. Ben oui, c'est moi qui est en haut de l'affiche. Et en même temps, comme je suis enceinte, le rôle, il est très, très compliqué, parce que la fille est enceinte, elle doit se faire avorter elle-même. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces horreurs? Donc sur ma tête, on voit mon angoisse. Mais mon angoisse, elle est complètement... Elle n'est pas jouée. Elle est complètement spontanée, puisque j'attends un bébé moi-même, mais personne ne le sait. Tu peux m'expliquer, Jean-Luc Godard, là, comment il apparaît dans ta vie? Godard, comment il a apparu? Ah oui. Ben, c'est simple, je fais une émission de télévision avec Albert Esner, c'est le Jean-Pierre Foucault de l'époque. Je chante C'est bien Bernard. On me demande de chanter C'est bien Bernard avec un orchestre. Et puis je me dis, comment on chante ça? Moi, je ne sais pas comment on chante aujourd'hui. Ah, mais je vais faire comme Sylvie Vartan, comme elle est connue, je vais faire comme elle. Alors j'ai attrapé le micro, je dis, c'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. J'avais mon kilt et tout. Moi, j'étais habillée comme tous les jours, hein. Je me prenais mes cheveux comme ça. En fin de compte, j'inventais un style sans le savoir, qui venait de Londres, mais qui était mon style, que j'ai jamais quitté. Et en même temps, ça m'a différencié de tout le monde. Et Godard, il me remarque et il dit à Daniel Philippaki, qui est patron des Cahiers du cinéma, la petite brune, je la veux absolument pour mon film demain. Donc Daniel m'appelle, il me dit, bon, maintenant, ça y est, il n'y a plus de contrat, je peux faire ce que je veux. Il me dit, non, ça continue. Maintenant, ils te veulent au cinéma, comme vedette. Et Godard, mais c'est pas vrai, ça. Godard est très connu, hein, puisque 3 ans plus tôt, c'était le mépris. Hein, donc, et puis Pierrot le Fou, avec Gene Seberg et Belmondo. Bien sûr. Quand même. Et là, même pas peur? Ben non. Alors moi, j'étais contente, je me disais, on va être maquillés, pas du tout, on est naturel. Puis la première scène, je me souviens, on me présente Marlène Jobert, qui demandait le scénario, il n'y en avait pas. Je dis, t'inquiète pas, comme ça c'est mieux, on n'a rien à apprendre. Parce que moi, toujours la facilité dans tout. Hein. L'acharnement au travail, c'est pas mon truc. Et tu vas être récompensée par un prix d'interprétation à Toronto et un ours d'or à Berlin. Voilà, ben oui, carrément. Mais Godard, c'est un génie. Il avait prévu à l'avance tout ce qui se passerait aujourd'hui. Tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est quelqu'un qui voyait très loin. D'autres films vont suivre. Puis Françoise Hardy était sublime, habillée en courrèges. Ouais. C'était une déesse. D'autres films vont suivre, réalisés par Labro, Tchernia. Et tu vas jouer avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Mariel, Serge Gainsbourg, Fabrice Lucchini, Michel Serrault, Philippe Noiret. Tu refuses même, excuse-moi du peu, une proposition d'un film d'Hitchcock. Ben oui, j'étais enceinte de ma fille. Je lui dis, mais mon cher Alfred, c'est Alfred Hitchcock, je lui dis, it's not possible because je vais être maman. Et vous devriez prendre une grande amie à moi qui est magnifique, qui s'appelle Claude Jade. Claude Jade. Prenez exactement. Claude Jade, qui est une amie à moi, qui est merveilleuse. Et moi, je me suis fait engueuler par les agents qui me disent, américains, que j'avais la William Morris, mais on ne présente pas les amis. Je dis, bah alors on présente qui? C'est terrible d'avoir ces barrières. Moi, je la connais, elle est formidable. Elle a été prise quand même. Dans les pauvre Claude Jade, elle est décédée maintenant, elle est partie. Et tu penses qu'à ce moment-là, tu es actrice? La seule chose que je les préviens tous, j'embrasserai jamais un garçon, je ne coucherai pas avec lui dans un lit, donc les rôles se sont arrêtés net. Et même quand j'étais en Allemagne pour faire un rôle très important, genre Sissi, parce que c'est un grand réalisateur allemand, j'étais à Munich. Jean-Jacques m'emmène à la gare, il me dit, alors tu vas faire un grand film, c'est formidable, tu vas faire une carrière en Allemagne, tu te rends compte? Je dis, oui, mais attends, moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Hein. Parce que moi, les plans de carrière, je m'en fous complètement. Le Sissi de Romy Schneider? Un peu comme Sissi de Romy Schneider. Ouais. Mais ce n'est pas le fils Sissi de Romy, hein, c'était après. Et là-dessus, je me dis en moi-même, il y a bien un bonhomme qui va arriver, épouvantable, qui va me coller comme fiancée, j'en suis sûre. Parce que moi, je les vois tous bizarres. Là, ils ont tous des têtes bizarres, d'abord. On dirait des Prussiens avec leur chapeau et tout. Puis qu'est-ce que je vais arriver dans les bois qui arrive? Un bonhomme effrayant qui a 30 ans, avec la moustache Hitler et les cheveux comme Hitler. Je dis, mais ça, j'en veux pas. Mais c'est votre fiancé. Je dis, il n'y a pas de fiancé. Allez hop, le chapeau, le machin, le costume, tout, j'ai tout enlevé. Et je me casse, pas d'argent, c'est pas possible. Je m'en vais, je me suis barrée, plus de film. Donc le film, il est tombé à l'eau. Okay. Puis je suis revenue 3 jours après, Jean-Jacques Métis était déjà revenu. Je dis, attends, ils me mettent un bonhomme qui ressemble à Hitler, ça va pas, non? Ben, ça a été rapide. Et d'autant que tu n'oublies pas aussi que ta famille, elle passe en premier. Jean-Paul né en 66, Clarisse en 68. Oui, en plein mai 68. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On habitait rue des Saints-Pères.
La rue des Saints-Pères, c'est en plein dans les manifs. Bien sûr, Il y a le boulevard bien sûr. Saint-Germain, et puis 3 mètres après, c'est là où j'habite. Bien sûr. Il y a Sylvie Vartan qui vient chez moi pour être près de moi parce qu'elle avait déjà eu David en même temps que moi. Et maintenant, elle savait que j'attendais une fille. Elle était au petit soin parce qu'elle rêvait d'avoir une petite fille. Je suis pendant mai 68, donc Clarisse est le 6 juillet, donc un mois avant. Et nous, on a toutes les bombes lacrymogènes dans la figure, on fait l'horreur. Et pour comble de bonheur, Jean-Jacques m'amène tous les blessés. Il me dit, allez, faites-moi des pansements, nettoyez-les. Il y a des plaies partout. Et nous, on est avec le mercurochrome, avec mon bide comme ça. Les mercurochromes, Je dis, attends, on n'est pas infirmier quand même. Il faut les envoyer à l'hôpital, mais pas chez nous. Mais oui, mais ils sont gentils, les pauvres. Regarde, ils ont pris un coup de bâton. Mais j'ai dit, toi, tu vas voir avec ta barbe, tu vas prendre un coup de bâton un jour. Ça n'a pas loupé, c'est pris un grand coup de bâton. Il est remonté, il est plus ressorti. Mais non, mais... Il était invraisemblable, Jean-Jacques. Dans notre rue, il y avait François Mitterrand et Edgar Faure qui se cachaient. Il a ouvert la porte de la maison pour les cacher. Oh, je viens de cacher Mitterrand et Edgar Faure. J'ai dit, mais tu te rends compte? Mais il faut peut-être que je m'en aille d'ici. Moi, je ne peux plus respirer avec ces bombes. Alors, on est parti en Normandie, à Deauville, pendant un mois, où je me suis emmerdée là-dedans. Oh là là, je me dis, qu'est-ce que je fais sur la plage? T'as pas hésité à mettre entre parenthèses cette carrière qui t'ouvrait les bras pour t'occuper de tes enfants? Mais déjà, la carrière, ça m'ennuyait un peu. Parce que moi, j'aime pas être commandée. C'est compliqué dans un film. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez coucher avec ci, vous n'avez rien du tout, tout ça. Moi, je dis, oh là là, il y a les biberons, puis je m'en vais. Un jour, je faisais voilà, il y avait des essais pour des films. Alors, il y a toutes les petites brunes de Paris qui sont là. Et puis moi, je me disais en moi-même, mais je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais là. Vraiment, je perds mon temps, mais ce n'est pas grave. Et je regarde, et je vois un grand buffet. Je dis, oh, ben, en tout cas, ils ont bien... Ça, c'est quand même élégant. On a pas au déjeuner, je prends une assiette, puis je commence à me servir de partout. Et je mange bien, moi, je m'installe. Toutes les filles, elles attendaient, me regardaient comme ça. Je dis, mais oui, bon, écoutez, venez. Ah, non, 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 oh, non, non, on ne peut pas le faire, c'est interdit. Moi, je n'ai pas d'interdiction. Moi, je mange du lit. Ah, voilà, pas qu'un bonhomme, il arrive, mais une furie. Mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, je déjeune. Mais vous vous rendez pas compte, on a préparé une scène pour tout à l'heure, pour tous les acteurs, on devrait faire des trous partout. Allez, dégagez. Hop, je suis partie avec mon assiette sous le bras, mon sandwich dans mon... Non, mais rien ne m'arrête. Et quelle maman tu es? Maman? Je suis une maman copain. Je suis pas maman poule, moi. Ouais. Je suis une maman copain. En fin de compte, je suis un peu comme ma mère. Ouais. On n'avait pas de genre gna 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 gna, ma petite chérie. Non, c'est pas ça. C'est bon, ils avaient des amis alors qu'ils viennent dormir à la maison. Voilà, la maman qui organise tous les problèmes, qui met à jour tout, Jean-Paul, Clarisse. Mais eux, ils avaient leurs amis aussi. Puis on habitait à l'époque à Paris. Ouais. Sauf quand ils étaient tout petits. Et là, j'en avais marre dans les squares. Alors on est parti près de Houdan. Donc là-bas, on avait 2 chiens qui se ressemblaient, que m'avait donné Bernard Buffet. Tu parles d'un cadeau, 2 chiennes qui s'appelaient... Alors je ne sais pas comment je les appelais, Youpi Youpi. Je faisais Youpi Youpi. Et puis ils arrivaient en courant, ils dévalisaient tout le salon, ils mangeaient tout ce qui était par terre et hop, ils partaient. Oh non, c'était infernal. Là, tous les noms que tu nous cites, ce sont des noms absolument incroyables. Tu te rends compte déjà que ces gens que tu côtoies? Ah bon, je n'ai pas côtoyé que ça. Alors attends, je suis rue des Saints-Pères, Jean-Jacques écrit la revue de Zizi Jeanmaire. Il y a dans mon salon, assis par terre, Yves Saint-Laurent, qui dessine sur des grands cahiers les costumes de Zizi Jeanmaire. Il y a Pierre Berger, quand même, qui est un grand maniaque, qui lui se dit, bon, combien ça va coûter et tout. Roland Petit, qui m'observe et qui dit, attention à la petite, c'est elle qui va faire un tabac un jour, attention à elle. Et moi, j'amenais le thé, le café, je m'occupais de tout. Et puis un beau jour, ça sonne, le téléphone sonne, et je dis à Jean-Jacques, mais j'en peux plus, le téléphone sonne tout le temps, mais je ne peux pas donner le biberon à Clarisse. Tenez, Yves Saint-Laurent, vous pouvez donner le biberon à ma fille, je collais ma fille que le biberon, mais il était affolé, il n'a jamais donné le biberon à un enfant, à un petit bébé de 3 mois. Et je dis, allô, oui, ah, Yves Montand, d'accord, je passe Jean-Jacques. Paf, Yves Montand parlait à Jean-Jacques, moi je... Non, mais tout ça, c'était du mélangé. Les gens aimaient ça chez toi aussi, je oui, pense. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un qui va se vexer ou qui va oh là là, qui va être fan, pas du tout. Mais moi, j'organise tout. Alors, vous restez tous dîner, bon, ok, je m'en vais chercher à bouffer, je prépare un grand hachis parmentier pour tout le monde. Combien de bouteilles de vin? Allez, 4, allez, je vais en chercher 5. Moi, c'est ça, c'est le côté famille nombreuse que j'ai toujours été. Famille nombreuse à la maison, on était 5 enfants, plus les parents 7, plus tous ceux qui arrivaient, ça faisait 10 ou 12 rapidement. Hein. Ouais. Et puis, c'est le retour à la chanson, au début des années 70, avec une émission. Le numéro 1, consacré à Carlos, le chanteur. On est en 78. Et là, ta carrière. Ah, c'est là. Tu nous racontes. Là, ça explose. Ouais. La Mariti Carpentier m'appelle, je me souviens. Les grands producteurs de l'époque. Voilà, c'est des amis intimes de Jean-Jacques, qui me dit comment ça va. Je dis, je suis à la campagne. Qu'est-ce que tu fais, ma Chantal? Je dis, je fais un potager. Alors, j'ai des copains qui sont là, qui me commencent avec la truelle à mettre les plants de tomates pour l'été et tout.
Et puis je dis, pourquoi est-ce que tu veux? Il dit, est-ce que je pourrais te demander de venir chanter? Parce que Carlos, dans l'émission qu'a écrit Jean-Jacques, tu le sais, puisque Roger Dumas habitait pratiquement toujours chez nous, est-ce que tu peux demander à Jean-Jacques de t'écrire une nouvelle chanson? Parce que Brigitte Bardot est malade. Mais j'ai m'arrêté, il y a longtemps que je ne chante plus. Mais comment veux-tu que je fasse ça? Alors elle me prenait souvent comme bouche-trou, c'est-à-dire pour faire de la figuration dans La peinture en couleur où Jean-Jacques chantait avec Sylvie. Alors j'étais avec Pierre Billon, puis il versait du vin rouge pour lui et moi du coca. Alors, on buvait des petits coups, on rigolait. À un moment, j'ai même chanté les petites filles modèles pour faire plaisir à Sylvie. Mais c'était juste de la figuration, c'était pas pour faire une carrière. Alors l'une en bleu, l'autre en rose, on rigolait parce qu'on faisait comme on était dans la vie. Et puis là, je dis à Mariti, mais moi, écoute, je demandais à Jean-Jacques. Et Jean-Jacques me dit, ah, attends, alors là, j'ai une idée pour toi, formidable, et tu vas voir, ça va être génial pour toi. Je dis, mais oui, ben, j'ai mon râteau, j'ai ma pelle d'un côté, mon tablier, le chapeau sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, ta maman est née en Martinique. Je dis, oui. Ma grand-mère aussi. Je vais t'écrire une chanson tout de suite sur la Martinique. Adieu mes petits élèves de la Martinique, etc. Si tu vas faire une maîtresse d'école qui quitte le petit avion jaune de Carlos, qui reste dans les îles, mais qui s'en va parce que tous les élèves lui disent au revoir, elle quitte les îles pour la France. Ouais. Et ben là, cette émission, je chante la chanson, je l'enregistre, on la chante. Et je me souviens que c'est Pierre Porte qui avait fait l'arrangement, celui qui fait le Moulin Rouge en ce moment, et qui a toujours fait le Moulin Rouge. Et là, je me dis à moi-même, ben, comment je vais faire ça? Et j'attrape tous les gosses du village. Ma fille, la fille de mon coiffeur, la fille de... tous les enfants que je connaissais, venez, on va tous là, on prend le train, on prend le métro, parce qu'on part en groupe, hein, j'ai l'habitude de faire ça. Et puis là-haut, j'arrive, on s'installe, on chante, adieu les jolis foulards, et tout le monde avec des foulards. Et puis du coup, l'émission, elle passe, et Mariti Carpentier, le TF1 de l'époque, le TF1, pas de Bouygues, mais le TF1 national, qui avait 3 chaînes, reçoit 500 000 lettres dans des sacs postaux. Mais qui est cette jeune fille? Ils n'avaient pas fait le rapprochement avec le cinéma. Mais qui est cette jeune fille qui chante avec des enfants? C'est tellement joli. Oh ben, Mariti me dit, Chantal, tu te rends compte ce qui vient d'arriver? Je dis, mais c'est fou ça. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, si j'étais toi, je ferais le disque. Et tu sors ça et tu verras, ça va être une révolution. Et Jean-Jacques dit, moi, ça y est, je sais exactement ce que je vais faire pour elle. Elle est la petite fiancée que je cherchais quand j'étais petit, c'est Marie-Rose. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ton fameux personnage. Eh bien oui. Mais après, attendez, c'est que moi, quand j'ai fait mon disque, personne n'en voulait. Parce qu'il n'y avait pas d'agent qui venait voir. Non. J'allais moi-même voir les maisons de disques, j'allais voir les grands patrons. Puis j'ai dit, attendez, moi je vais voir le grand patron, j'ai quelque chose de formidable à vous montrer. Non, mais mademoiselle. Alors je me souviens que le plus grand, qui était celui de Polygram, de la maison de Johnny, il disait, non, mais c'est pas une chanteuse, elle chante pas comme Barbara Streisand, elle n'est rien du tout. Je dis, oui, je vous l'ai dit que je suis rien du tout, mais pourtant, il y a 500 000 lettres. Il faudrait peut-être penser quel public qui a choisi. 15 millions de téléspectateurs. Oui, c'est 15 millions à l'époque, c'est pas 1 million. Hein. Et puis, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est dommage. Mon papa, il décède, il me donne de l'argent pour faire le disque. Du coup, je fais que la face A, mais pas la face B, j'ai pas assez. Et puis, on prend des gosses dans la rue pour faire au revoir, mademoiselle, au revoir, mademoiselle. Des petits chanteurs qui n'ont même pas été des chanteurs, qui ont chanté naturellement avec moi. Et puis, la chanson, personne n'en veut. Je dis, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est quand même comique. Hein. Et Johnny venait me voir, il me dit, alors ta chanson, personne n'en veut, Johnny, qu'est-ce que j'en fais? Puis j'ai dit à Jean-Jacques, on verra plus tard. Hein. Allez, moi, je continue mes affaires, mes trucs avec les gosses. Et là, c'est là le truc important. On va au Rex, le petit Rex, un soir à minuit. On passe devant. Et Jean-Jacques, il me dit, waouh, il y a José Feliciano. Attends, je vais aller le voir. Je dis, non, mais toi, il est minuit, moi, je voudrais dormir. Et puis, j'ai les biberons demain matin, j'ai les enfants à l'école. Enfin, il n'y avait plus les biberons, il y avait les enfants à l'école. Non, c'est pas possible. Mais s'il vient, on va aller le voir. Tu verras, il va se passer des choses pour toi. Je dis, il ne va se passer rien du tout. La bande est dans la voiture, personne n'en veut depuis déjà 2 mois. Eh bien, il m'a dit, tu verras, il y a quelqu'un qui va tout de suite te voir. Je suis arrivée, à l'entracte, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, c'était si joli cette chanson, mais qui sort le disque? Je dis, monsieur, il est dans la voiture, dans le sac en plastique, personne n'en veut. Moi, c'est clair. Et il me dit, écoutez, voilà ma carte, je suis le président des disques RCA, François Dacla, venez me voir demain matin à 9h, je sors l'album tout de suite. Qui l'a produit? C'est moi. Attends, à 8h, j'étais devant chez lui, avenue Montaigne, là-bas. J'amène le disque, je lui donne, il l'écoute, il dit, ah oui, non, c'est formidable. 1 million de disques en 3 mois et 40 millions de disques en 8 ans. Tu sens déjà que tu es atypique, que tu n'es pas comme le showbiz veut que tu sois? Non. Et c'est ta force? Ma force, c'est que j'ai jamais écouté le showbiz. Mais le showbiz ne me voit pas. Le showbiz, je suis transparente, ils ne savent pas où me mettre. Tout reste, quand on fait des émissions, ils me mettent en spécial. Ils ne me mettent pas avec tout le monde. Inclassable. Ben non, c'est fou ça. Ben oui, forcément, avec le lapin, panda, bécassine, chaboté, tout ça, je deviens un personnage à part, du coup. Voulez-vous danser, grand-mère? Ben oui, toutes ces chansons. Ton premier album. Et vous savez où j'ai enregistré tous mes disques? Parce que ça aussi, il faut le savoir. Comme je n'ai pas une voix de chanteuse, j'allais là, à Sèvres, chez Jean-Daniel Mercier, mon arrangeur, qui
qui a tout fait dans ma vie, qui écoutait Jean-Jacques jour et nuit. Jean-Jacques quittait Sèvres à 6h du matin pour rentrer après rue des Saints-Pères parce qu'il travaillait toute la nuit pour faire les plus belles choses, les plus beaux violons, tout ça écrit de la main. C'est des scores qu'il écrivait des partitions pour tous les musiciens. Et là-dessus, j'enregistre. Et moi, j'ai dit, je vous préviens, ma voix, elle ne va pas. Regardez, je suis toute enrouée. Oh là là, mais t'as pas une voix de chanteuse. Je dis, j'ai pas une voix de chanteuse, je te l'ai dit. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dans la voix. Il y a un truc bizarre. Dès que je mets l'écouteur, tout est enroué. Bon, alors on va faire autrement. Donc, ils rencontrent dans un restaurant Jacques Loussier, qui est un grand musicien classique, qui a un château dans le sud. Mais on a un très beau studio. Venez enregistrer. Chantal, c'est parfait. Ah ben, on est allé là-bas. J'ai fait tous mes albums là-bas avec les petits chanteurs d'Aix. La voix très claire. C'était le château de Angelina Jolie et Brad Pitt aujourd'hui. Voilà, Oval, encore un truc bizarre. Où allaient les plus grands groupes américains pendant des mois et des mois. Tout a été fait là-bas, tous mes albums. La seule chose qui me faisait rire, c'est que les petits faisaient ce matin un lapin. Je dis, ah là là, c'est drôle, mais ça ne va pas passer. On va aller juste pour le plaisir. Bécassine, Pandi Panda, Séguignol, Monsieur le Chaboté, Félix le chat. Et Bécassine, ça devient... Bécassine, c'est ma cousine, tout. C'est tous les oiseaux de la terre, il y en a un que je préfère, il vient voler au-dessus de la mer, il vole comme les poissons, plonge comme un papillon. C'est toi mon ami le pélican, emporte-moi, mais dis-moi quand. Mais je sais tout par cœur. Pandi Panda, petit ourson. On me l'a volé ma tête du panda. Mais je sais. Ça c'est une horreur, c'est un méchant qui a fait ça. Ok, pas bien. Julien Doré t'a fait une proposition. Oui, j'ai dit qu'on verra en septembre lors de mon prochain gala, mais entre-temps j'ai retrouvé une femme adorable qui s'appelle Marie-France Larouille, qui avait fait depuis longtemps qui a fait à 19 ans mes personnages et qui va refaire mon panda. Et les spectacles vont s'enchaîner. La forêt magique, le soulier qui vole, la planète merveilleuse, ton personnage de Marie-Rose que tout le monde connaît. Des génériques aussi de téléfilms. Les malheurs de Sophie. Cosette. Oui, c'est moi. Cosette, les 4 filles du Docteur March, Booba le petit ourson, Booba, David le gnome. Booba. Oui. Énorme. Et à la fin des années 70, confirme-moi si c'est vrai, il y a même une poupée Barbie à ton Oui, en 80, parce que je chantais la chanson La Poupée et je rencontre le grand patron par ma sœur qui s'occupait des produits dérivés de mon nom, sur mon nom. Elle rencontre le président de Barbie, France, Europe, qui dit il faut faire une poupée Chantal Goya. On est parti à Los Angeles. Alors attends, on est arrivé d'abord dans l'hôtel de Pretty Woman, le Beverly Wilshire à Los Angeles. Et puis moi, je dis, c'est bizarre, ils nous ont donné une chambre petite, mais c'est pas grave. Alors, je me mets vite dans mon lit, j'étais crèvement crevée, j'ai même pas pris une douche tellement j'étais crevée. Je reste dans le lit. Puis ma soeur a dit, ah ben non, quand même, tu es Chantal Goya. Je dis, mais je ne sais même pas qui je suis ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors elle est descendue avec ses talons hauts, son écharpe, clac, clac, clac. Et elle disait, my sister is the big star. Oh, she's singing the rabbit. Je ne sais même pas ce que c'est que le lapin. Yes, the rabbit, you don't know the rabbit. Bon, je dis, ok. Et puis d'un coup, il monte, le concierge, il monte, il me dit « Oh là là, my goodness !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Mais vous dormez dans l'entrée, il y a toute la chambre, il y a le salon, vous êtes dans la suite, mais vous êtes dans l'entrée, là. » En fait, quand j'avais cru que la chambre, c'était ça, alors qu'on était dans l'entrée. Il y avait le salon, double salon, il y avait tout. Et la poupée, la poupée est arrivée, alors ils ont mis ma tête sur un coussin. Et je dis « C'est pas moi du tout, on dirait maman, c'est plus moi. » La coiffure un peu gonflante. Je dis « Non, moi j'ai pas de coiffure gonflante, moi j'ai une coiffure bien droite, la frange. » Et puis Béatrice avait amené des ciseaux, j'ai coupé comme ça et la frange comme ça. Oh, je dis ben voilà, maintenant c'est Chantal Goya. Ça t'a fait quel effet ça, d'être une ça fait poupée, drôle. Une effigie? Puis j'ai regardé tout de suite, j'ai dit ben ça c'est bien encore ce que vous m'avez fait. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils m'ont mis le corps de Barbie. Je dis moi j'ai pas un corps pareil. Je regarde, et puis il n'y a pas de culotte, ben c'est bien. Vous êtes radin, je les ai engueulés. Elle est gaulée Barbie en plus. Hein elle est gaulée Barbie. Ben, elle est bien gaulée. Je dis moi j'aurais ta fille de Barbie, mais pas Barbie, c'est quoi cette histoire? Non, ils en ont quand même vendu 1 million, mais pour eux, c'était pas assez. Je dis, bon, écoutez... Le succès, tu le vivais comment? Est-ce que tu as pris la grosse tête? Non, je ne me rendais pas compte du tout. Ouais. Moi, une fois que j'enlève ma robe, je suis comme tout le monde. Je cours vite faire mon marché, je pars vite prendre mon caddie, mettre ce qu'il faut pour déjeuner, pour dîner. Où je prends le train, je parle à tout le monde, mais je parle pas... Jamais, mais même encore aujourd'hui, je n'écoute mes chansons, ni me glorifie de ce qui s'est passé. Je dis, oh là, le public est génial, je suis très, très contente. Je fais des bisous à tout le monde, des autographes, mais je ne leur demande pas, c'était bien, comme font les artistes. Non, moi, je ne demande pas tout ça. Je dis, alors, comment ça va la famille? La grand-mère va bien? Ben, tant mieux. Allez, viens, on va faire une photo. C'est moi qui leur demande de faire une photo, tellement ils n'osent pas me demander. J'ai dit, allez, venez, le contrôleur aussi, tout le monde, allez hop, le chef de gare, allez hop, on fait la photo. Tu es adorée des enfants, adorée de leurs parents. Tu es la petite fille sage qui réussit à sa manière, sans entrer dans les rouages du showbiz. Est-ce qu'à un moment, tu te dis tout ça peut s'arrêter ou tu continues, tu te dis c'est beau et c'est ma vie? Ça s'arrête que si moi je le déciderai. Ou si surtout le public me dira
J'en ai assez. C'est le public qui décide pour moi. Ce sera le public. Ou alors si moi j'ai une grave maladie qu'il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Et ça sera triste, mais je le ferai. Mais tant que je suis en pleine forme et que le public est heureux, je pense que c'est une mission que j'ai. Ouais. C'est pas un showbiz, moi. C'est pas du showbiz. C'est comme si quelque chose m'avait été donné pour donner du rêve ou donner du bonheur à des gens. Tu as cette phrase. Dans le métier, j'ai longtemps été transparente, mais j'ai toujours été adorée par le public. Oui. Ben oui, c'est ce que je dis. La reconnaissance du public. Ben oui, le public sait, ne se trompe jamais. C'est ce que Jean-Jacques me dit et j'en suis sûre. Le public m'a choisi un jour et le public aujourd'hui, ce sont les parents. Quand j'entends mes anciennes cassettes avec toutes les voix des enfants qui hurlent, je dis c'est tous les parents d'aujourd'hui. Et ces mêmes parents m'amènent leurs enfants et peuvent très bien dire « Oh, on n'a pas envie ». Ils sont fascinés. Il y a quelque chose qui les fascine et qui les scotche devant la télé. Alors, j'ai un ami qui m'a dit « Il faudrait analyser ce qui se passe, ce que tu as en toi qui intrigue et qui scotche les enfants. » Et il me dit « Je pense que c'est ta voix. Il y a quelque chose dans ta voix qui les... Hier, il y avait une petite fille qui était comme ça et sa maman me dit « Je n'ai jamais fait écouter Chantal Goya, c'est par hasard. » Elle est restée 2 heures à vous regarder, il a fallu remettre, donc il y a quelque chose. Et sur scène, maintenant, ils sont tous habillés en bécassine, ils courent dans tous les sens. Mais je leur dis, alors un lapin, je dis, mais t'habites où? Ben, j'habite dans la forêt. Ah oui, c'est vrai, c'est un lapin. Bon. Et c'est mamie qui m'a fait un lapin. Après, la petite fille me dit, t'as trouvé où ce costume? Ben, t'es pas au courant? Il y a une boutique dans le téléphone. Je dis, ah ben oui, ben, évidemment, il y en a qui doivent faire de l'argent, ben tant pis, tant mieux pour lui. Ouais. Moi, rien ne me dérange. Ouais. À partir du moment où ça fait plaisir. C'est la petite fille qui pouvait aller à l'école par les toits. Voilà, quand j'avais 10 ans, j'avais amené mon frère qui avait 8 ans. Vous parlez le même langage. Oui, voilà. On a le même imaginaire, surtout la même poésie. Et cette poésie, cet imaginaire, qui c'est qui me le donne? C'est Jean-Jacques. C'est lui celui qui a tout en lui et qui a les clés, c'est Jean-Jacques. Mais il me le donne pour que moi je le donne au public. Mais ça serait peut-être une autre fille qui chanterait très bien, ça marcherait peut-être pas. Qui sait? En fin de compte, Jean-Jacques m'a dit une chose très vraie tout à l'heure. On parlait de ça, il m'a dit, en fin de compte, tu as la voix comme le public. Les gens peuvent chanter tes chansons comme toi. Si tu avais une voix extraordinairement belle, on ne pourrait pas te copier, on ne pourrait pas t'imiter parce qu'on serait comme ça, et puis voilà. Mais là, ils peuvent tous chanter avec toi. C'est vrai. Tu es à l'apogée de ta carrière. Tout le monde t'adore. Jusqu'à ce qu'une émission vienne fracasser tout ça. En 85, Patrick Sabatier anime le jeu de la vérité. Une téléspectatrice t'interpelle et te pose cette question, pour le moins dénigrante. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de paraître une toute petite fille aux yeux des enfants que vous confinez dans un système abétissant? Là, à partir de ce moment-là, ça dégringole. Ça dégringole pas pour moi parce que je me suis dit, c'est ma vie, elle va être faite de montagnes et de déserts. Encore une fois, je pensais que cette phrase, elle est ridicule, même aujourd'hui quand je la écoute, dans un système abétissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le public sont des imbéciles? Ça veut rien dire. Quel mépris, quel mépris. Oui, et comme moi je suis très maligne, je demande de quelqu'un si vous êtes pour dire ça. Elle ne sait pas dire la classe. J'ai tout de suite compris que c'est une fausse maîtresse d'école, parce qu'une vraie maîtresse d'école ne dit pas ça. Oui. Alors je vais vous dire, ça devait faire partie de ma vie, et comme je suis très forte et j'ai les épaules, je continue. Je ne fais absolument pas attention, ça ne blesse pas, ça blesse Jean-Jacques. Ça blesse beaucoup Jean-Jacques parce que lui, il est plus sensible que moi. Il a inventé toutes mes chansons, il a inventé le personnage. C'est comme si quelqu'un voulait le tuer à travers moi. Mais moi, je lui dis, t'inquiète pas Jean-Jacques, on va prendre un peu de vacances et puis on va repartir comme s'il n'y avait rien. Hein. Et puis ceux qui ne m'aiment pas, ils vont partir aussi vite qu'ils sont arrivés, hein, je peux te dire. Bah, aujourd'hui, c'est le résultat, il est là. C'est la petite fille, jusqu'à ses 5 ans, oui, qui n'a jamais été fracassée. Non, jamais été fracassée. La guerre, c'est ma vie. Violence. C'est ma vie fait de haut et de bas. Et je pense que ça sera toujours comme ça. Mais j'ai la force de... Vous savez, je vais vous dire, quand on est honnête envers soi-même, le public le sent. Quand on fait rien de mal, le public le sait. Quand on a fait quelque chose de bien et qu'on a donné du rêve et qu'on n'a rien à se reprocher, c'est le plus important. Si j'avais un truc à me reprocher, je ne serais jamais revenue sur scène. Puis le public m'aurait dit, non, attendez, ils ne sont pas fous, hein, le public, ils ont raison. Hein. Ils savent très bien juger les adultes et les personnes. Ils savent juger les personnes, il n'y a pas de problème. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ces méthodes-là et sur un mot, un moment, un instant qui peut faire tant de mal? Pour moi, c'est une catastrophe, Internet et le téléphone.
Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça. C'est se cacher derrière, moi j'ai horreur de ça. Moi, la vérité, c'est que moi je ne sais même pas y aller dessus. Alors comme ça, ils peuvent dire n'importe quoi sur moi, je ne le lis pas. Mais souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, elle devrait être dans un EHPAD ». Je leur réponds « Dis donc, faites attention, ce n'est pas moi qui aille chanter pour vous dans l'EHPAD ». Parce qu'alors là, ça va vous faire drôle. Non, mais j'ai pas peur et ça me fait rien. Il faut qu'ils le sachent, ça me fait rien du tout. Toutes les conneries qu'ils peuvent raconter sur moi, ça me dérange pas. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le téléphone, il est donné à des petits. Quand c'est bien géré, c'est génial. Mais si c'est mal géré, c'est très, très dangereux. Et à ce que je sache, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Hein. Chantal Goya est toujours là. Oui. Patrick Sabatier. Oh, moi, je sais plus ce que c'est. Il n'a qu'à gérer sa vie. Hein. Je n'ai pas en plus gérer la sienne. Mais non, lui, ça va. Il n'a pas duré. Non, mais il fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas mon problème. Tu vas continuer de te produire à l'étranger, même pendant les moments de moins bien. Après cette séquence télévisuelle, tu vas traverser des moments difficiles, des moments où l'argent va manquer, des moments où tu vas devoir trouver des solutions, te battre aussi contre le fisc, tu t'en caches pas. Voilà, ce sont les moments de moins bien. Tu n'as jamais oublié celles et ceux qui, quand tu étais dans la tourmente, sont restés. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Non, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais moi, je suis née pour me battre. Barbara, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, ma petite Chantal, ça va être très dur pour toi. Quand elle m'a vue en 82, elle m'a dit, ça va être très dur pour toi, mais tu as les épaules solides. Tout peut t'arriver, mais sache que dans 40 ans, tu seras là et tu donneras une institution. Et ça, je pense toujours à elle quand je suis sur scène, parce qu'en fin de compte, ma vie est comme ça. Ça serait trop facile si tout était rose et que tout aille bien. On n'est pas des gens d'affaires, on n'est pas des gens d'argent, on n'est pas des gens de... J'ai pas un mari qui est un homme d'affaires. Jean-Jacques, c'est un poète, c'est un enfant, c'est un grand poète. Et je me dis toujours, c'est quand même triste de voir que quand il fait des albums, ça reste dans des placards, qu'on n'en parle pas, alors qu'il met des années et des années, oui, des années, et des nuits pour écrire des jolies choses, pour que les gens soient fiers de ce qu'il écrit. Et ça part dans un placard. Mais je lui dis, Jean-Jacques, t'inquiète pas, les gens qui t'aiment, ils savent ce que c'est. Il va faire le 30 novembre le Café de la Danse à Paris. Il a fait le Bal Blomet, mais on n'est pas des gens de... Quand il chante, quand il écrit, c'est moi qui vite d'un côté, j'entends la musique, je dis oh là là, il connaît pas les notes de musique. Ça vient comme ça, comme si ça venait d'ailleurs. Et moi, vite avec mon portable, je l'enregistre parce que je me dis dans un quart d'heure, il suffit qu'un écureuil passe dans le parc et puis dans le jardin, là, il y a des arbres partout, ça saute dans tous les sens. Il va regarder puis il va oublier la musique. Moi, j'enregistre. Et les grands coups quand durs, il dit que ça fait clochette. Les grands coups durs qui arrivent, qui continuent d'arriver, hein, évidemment, c'est pas le propos, mais il y a une condamnation au mois d'août. Mais ça, j'en parle pas. Ouais, mais non, on mais fait ça, je comment ne même pas après en parler. Quand ces choses-là difficiles arrivent, tu gardes espoir? Mais c'est pas que j'ai gardé espoir, c'est que je suis très organisée, il y a des avocats pour ça. Ouais. C'est une affaire personnelle qui n'intéresse personne. Ouais. Ça serait une affaire de spectacle, ça serait une affaire de spectacle, de showbiz. Ok, mais là, c'est personnel, c'est rien, c'est pas grave. On continue. La maladie, c'est plus grave pour moi. Ouais. Demain, on vous dit, là, chère madame, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, vous avez un cancer. Qu'est-ce que vous faites là? Là, c'est grave. Hein. Je sais de quoi tu parles, j'ai perdu mon mari. Un cancer. Voilà. Donc effectivement, l'argent à côté, c'est pas grand-chose. Non, il faut en avoir. C'est vrai, pour vivre, on ne peut pas dire non plus qu'on est non, le cancer, tout ça, la maladie, c'est très grave. Le matériel, c'est pas grand-chose. Non. Et puis moi, je suis fière parce que moi, si j'ai emprunté de l'argent, c'est pour payer mes impôts. Il ne faut pas oublier que des artistes qui doivent beaucoup d'argent sont tous partis à l'étranger. Moi, je suis restée en France, que j'aime la France. Point barre. Jamais partie en Suisse, Chantal Goya. Oh ben non, j'aime bien le chocolat, mais quand ça même. Aussi. Je suis pas assez riche pour aller en Suisse. Tout le monde me dit qu'il faut être très riche. Et dans ces chemins tortueux, sinueux, d'ombre et de soleil, le couple est indestructible. Ah ben oui. Y compris avec la maladie. Ben oui. Et ça. Ben oui. La petite Chantal qui voulait pas coucher avec Jean-Jacques, elle est là. Mais moi, je suis toujours là pour Jean-Jacques. D'abord, c'est mon mari depuis 60 ans et que j'ai toujours été proche de lui et que, de toute manière, je lui ai toujours laissé une grande liberté pour faire ce qu'il voulait. C'est un compositeur, c'est un artiste. Si on commence à lui dire « Ah, mais fais pas ci, fais pas ça », oh là là, alors là, le pauvre, il ne fera plus rien, il va rester dans un coin. J'ai jamais été comme ça. Il se nourrit, Jean-Jacques, pour écrire des belles chansons. Si une fille lui raconte ce qui lui est arrivé, ça peut faire une belle chanson, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je ne vais pas être jalouse en disant il a passé jusqu'à 2h du matin à parler. Si cette fille, elle a été heureuse, qu'il l'a consolée et que ça devienne une belle chanson, c'est magnifique. Voilà, moi, je ne sais pas consoler trop les gens parce que moi, j'avance tellement vite que
Lui, il s'est consolé, par contre. Il a beaucoup de gens avec qui il a besoin de parler. Il est lui-même anxieux. Sa grande phrase du matin, c'est « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Je dis « Oh là là, mais c'est quoi cette phrase ?» C'est comme ça, hein. Et tous les matins, il me dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Tu te rends compte, regarde tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais oh là là, il va y avoir la guerre. Je dis « Mais non, mais Jean-Jacques, qu'est-ce que tu racontes? Il faut avancer. Il faut mettre ton manteau, là, ton pare-feu. » Mais tu te rends compte et alors, il est allé voir que près de la maison où on habite maintenant, c'est l'endroit où il y a les grandes antennes pour les sous-marins nucléaires. Ah bah, j'ai dit, bah alors il va se passer quoi maintenant? On appuie sur le bouton, on va sauter en l'air. J'ai dit, comme ça, voilà, on nous verra là-haut, tiens, on sera les premiers là-haut. Puis voilà. Puis moi, je crois beaucoup en l'au-delà, hein, attention, je suis très, 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 très... Moi, j'ai une force, c'est que moi, je parle beaucoup aux gens qui ne sont plus là. Hein. Ça ne me fait pas peur, la mort. Hein. Oh, je leur dis, attendez, les emmerdeurs, je vais leur chatouiller les pieds hein, quand je ne serai pas là. Ils vont se souvenir de moi. Tu leur as préparé des spectacles, là? Tu as prévu des choses? Pour eux? Pour eux, bien les emmerder. Non, mais je pense que ma force, c'est que je me souviens toujours quand maman est partie, avant de partir, elle m'avait dit, il faut aller chercher Bertrand, mon papa. Mais je dis, ma maman, je n'ai pas les clés là-haut, moi je ne connais pas les rues, je ne connais rien. Et puis, dans la nuit, coup de téléphone, je dis, c'est bizarre ce numéro à 4 chiffres, là, je ne connais pas. J'ai pris le téléphone, votre maman vient de partir. Ah bon, elle est partie où? Non, mais elle est partie, c'est fini. J'ai dit, bon, eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien préparé. On ne sait pas où on va la mettre, parce que ma mère, elle est partie comme si elle allait au coin de la rue. Rien n'était prêt. Alors moi, j'ai une idée, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler Michou. À 3h du matin. Non, mais les autres pleuraient, hein. Moi, j'ai appelé Michou. J'ai dit, Michou, est-ce que tu n'as pas quelqu'un près de toi qui pourrait m'aider? Parce que maman est partie. Et on ne sait pas comment faire. Il m'a dit, écoute, j'ai justement quelqu'un d'adorable qui est près de moi, qui s'occupe des enterrements. J'ai dit, oh là là, mais il faut vite me le passer. Alors je l'ai pris au téléphone, et mes soeurs disaient, comment on va faire? J'ai dit, attends, on va organiser, ne vous inquiétez pas. Et puis là, il m'a dit, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ma maman est partie, on n'a pas de tombe, on n'a rien. Comment on peut faire? Écoute, je t'envoie déjà à l'entreprise à 6h du matin. Je dis, oh ben génial, comme ça, moi, je ne vais pas la laisser là, il faut qu'elle soit dans un endroit bien. Et puis là-dessus, il me dit, ouais, je t'envoie à l'entreprise, attends, je donnais le nom. Alors, bah, l'entreprise Bertrand. Je dis, ah bah dis donc, c'est quand même incroyable cette histoire. Mon papa s'appelle Bertrand, elle me demande tout le temps d'appeler Bertrand. Voilà pas que c'est l'entreprise Bertrand qui l'a emmené. Bah, on était très contents tous. On s'est dit, oh là là, mais quel bonheur. Tu vois, je mets les choses... Après, Jean-Jacques, il me dit, on va faire la messe à Saint-Roch. Alors, il avait écrit une chanson pour maman. Après, il ne s'en souvenait plus de la chanson. Je dis, oh là là, mais c'est pas vrai. Alors, il était là. Il avait un grand appareil, parce que lui, les autres, ils ont un téléphone. Non, lui, il avait un appareil grand comme ça, avec des cassettes dedans, qu'il avait autour d'eux. Il fallait écouter les cassettes dans les toilettes du curé. C'est pratique, hein, toute l'église attend pendant ce temps. Puis moi, j'avais oublié que maman était au fond. J'ai oublié la photo de maman, j'ai tout oublié, parce que pour moi, elle est partie, et que pour moi, c'est plus maman qui est là, elle est déjà au ciel. Et puis là-dessus, j'ai mis les où, ça fait un quart d'heure. Le curé vient me voir, je dis, mais je ne sais pas où il est passé. Il était dans les toilettes en train d'écouter la chanson qu'il avait faite. Puis il est revenu, il a dit, ça y est, j'ai retrouvé. Et puis comme c'était un harmonium où Louis XV a joué, il a commencé à faire... J'ai dit, ah mais... Après, il avait reperdu la musique, genre, non, c'est pas vrai. Un cirque pas possible, finalement, il a rejoué. Non, mais tout devient comique. À l'enterrement de ta maman, tu n'as pas pleuré? Non, j'étais contente, elle était là-haut avec papa. Elle avait retrouvé Bertrand. Attends, moi, je ne pense pas à moi, hein, je pense aux autres qui partent. Et c'est ma force aussi. J'avais fait, comme elle est en Martinique, j'avais mis toutes les orchidées qui existaient sur son cercueil. J'avais oublié la photo, évidemment. Mais j'ai dit, elle est bien, elle est contente. Mais je la sens bien, maman. Je la sens très, très bien, en pleine forme. Avec mon père, avec ma grand-mère, avec tout le monde. J'ai écrit « La vie de Chantal Goya est un conte pour enfants. Après l'orage, comme dans tous les contes, il y a toujours une lumière qui revient. Après la mort d'un animal dans un film pour enfants, il y a toujours une renaissance. À 51 ans, tu vas retrouver ton public au Palais des Congrès, on est en 93, et tu traverses les époques. Et là, on va plus te quitter. Je crois que tu as croisé Dorothée, qui t'invite aussi dans son émission, parce qu'il y a des gens comme ça, qui donnent la main aussi, bien sûr, et qui remettent aussi en selle. Bien sûr. C'est ce que tu aurais fait aussi pour elle, j'imagine. Ben évidemment, moi je donne la main aux gens, je suis pas du tout égoïste, bien au contraire, je suis quelqu'un de très généreuse et de très ouvert à tout le monde. Je sais que j'ai ouvert une porte pour le musical pour les enfants, comme m'a dit Bruno Cacatrice à Jean-Jacques, mais que cette porte continue et toute la vie avec d'autres artistes pour les enfants. Il faut les faire rêver, les enfants. Et Dorothée, ça a été une belle rencontre? Oui, elle est adorable, très gentille. Je connaissais bien son producteur Jean-Luc Azoulay, qui était le secrétaire de Sylvie, donc je le connais depuis longtemps.
Et les enfants vous lient en un sens aussi. Ben, bien sûr, puisqu'à nous deux, on a réuni tous les enfants de France. Exactement. Et elle par la télévision, moi par le spectacle. Et puis, telle une rockstar, comme je te présentais en introduction, tu renais dans les années 2000. Mais pas la Chantal Goya avec ses petits cheveux carrés. Non, c'est rock. Elle va au Bataclan, tel un groupe de rock. Tu vas dans les discothèques les plus branchées de Paris. Tu vas au Grand Rex, à l'Olympia. Tu vas toucher au Queen, Chantal Goya au Queen. Et tu vas toucher un public intergénérationnel. 4 générations, je crois. Sur 4 générations, tu vas les toucher. Et tu as cette expression incroyable. Je suis passée longtemps pour une conne. Aujourd'hui, je mets un i devant. Il y a un i devant. Voilà, c'est très embêtant pour ceux qui ne m'aiment pas, mais malheureusement, il y a un i devant. Et j'ai toujours dit qu'il fallait mettre has been, has never been. Et un i devant conne, ça fait icône. Voilà. Ben oui. Si on t'avait dit ça. Ben non, parce que pour moi, les icônes, c'était Marlène Dietrich, c'était les plus grandes stars américaines qu'on peut imaginer. Audrey Hepburn, c'est une icône. Marlène Dietrich, que j'ai connue grâce à Jean-Jacques, puisqu'elle est venue me chercher rue Pelleport quand j'avais 20 ans. Elle avait dit à Jean-Jacques, alors, c'est votre petite Lolita? Mais voilà, des gens merveilleux, très simples, très simples. Et dernièrement, j'étais chez des amis, parce que moi, je ne suis pas loin de Blois, d'Amboise. J'étais chez des amis qui ont une maison où on prend du thé à 17h. Il m'a dit, on a un ami qui va venir vous voir, qui est très content. La porte s'est ouverte, c'est Mick Jagger, avec son petit garçon et sa femme. Ils sont restés pendant 3 heures à parler, à raconter des histoires drôles, à dire à son petit garçon, elle chante pour les enfants. J'avais une cassette, je lui ai fait montrer, il m'a rappelé, il m'a dit, mais c'est incroyable, le petit ne bouge pas devant l'écran de cinéma, devrait faire ça en anglais pour les enfants. Icône, c'est quand on représente quelque chose. Toi, tu représentes des générations, tu représentes une pérennité, tu représentes aussi finalement comme quelqu'un de la famille qui vient réchauffer, qui vient rappeler une enfance. Aujourd'hui, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants viennent te voir. Ils viennent crier ton nom et tu vas même chanter la BO du film absolument fabuleux, Beckesine is my cousin, c'est ça, hein, en techno. Tu te rends compte que c'est ça aussi une icône? C'est quelqu'un qui va traverser les générations. Ben oui, avec mon énergie surtout. Avec mon énergie et puis ma façon d'être très naturelle. J'ai toujours été très naturelle, moi, en fin de compte. Et beaucoup d'autodérision. Oui, heureusement, parce que si on fait ce métier en se vexant au moindre mot, parce que moi, au début de ma carrière, c'était que des horreurs, mais ça me faisait rire. Je leur disais, allez-y. Le seul qui a été génial, c'est Coluche. Je disais à Coluche, tu ne peux pas dire des horreurs sur moi. Il m'a dit, c'est ça, pour que tous les enfants de France soient contre moi. T'es malin, hein? Mais les autres qui sont dans le panneau, je leur ai dit, mais vous prenez du temps à raconter des conneries sur moi, mais à quel moment? Mais si c'est le week-end, aller dans la forêt pour vous laver le cerveau, ça serait mieux. De vous aérer, de respirer le bon air. Ils étaient furieux parce qu'ils voyaient que ça ne marchait pas sur moi, ça coulait comme ça. La jalousie finalement de ton succès? Oui, peut-être beaucoup de jalousie, parce qu'en France, quand on réussit, ça dérange, hein? Ouais. Et on estime que pour les enfants, c'est... Oui, les enfants, puis les chansons d'enfance, c'est dans des cases qui sont... Maintenant, c'est très important, l'enfance. Moi, j'en ai la preuve, c'est que tous mes spectacles sont toujours avec une génération de parents qui a 40 ans, 50 ans aujourd'hui. Il n'y a pas une personne de cet âge-là ou des grands-parents qui me disent « Vous avez tellement fait rêver nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui. Continuez, je vous en supplie, parce qu'on a besoin de vous. » Et surtout, le public me dit « Vous nous rassurez. Vous nous rassurez. » Mais quelle jolie phrase, parce qu'aujourd'hui, on est rassuré sur rien. Tout est compliqué, on a un petit peu peur de tout ce qui peut se passer. Moi, si je marche dans la rue puis quelqu'un me suit, je dis « Ça va pas, non ?» Je m'arrête net. Alors, il est rentré dans moi l'autre jour, il m'a fait « Oh, ben, qu'est-ce que… » Ben, je sais pas, vous me suivez, là, on dirait Laurel et Hardy, là, d'un coup. Il t'a reconnu quand même, non? Non. Non, mais c'est pas possible. On dirait Laurel. C'est Laurel et Hardy, c'est moi, Laurel. Bien sûr. Ça va pas, c'est là, moi le grand et toi le petit. Oui, oui. Bien sûr. Je dis « Arrêtez. » Jamais tu n'as mis le genou à terre? Non. Jamais? Non, jamais. Non, jamais. Moi, je suis toujours de bonne humeur et tout va bien. J'ai toujours de l'espoir et j'ai toujours l'espoir de dire ce que j'ai envie de dire et de faire ce que j'ai envie de faire. Mais surtout, quand c'est très difficile, je prends le taureau par les cornes et j'y arrive. L'agnac, c'est ton deuxième livre, l'agnac, ça. Oui, mais ça vient de loin, ça vient d'Indochine, hein, de maman, comment elle m'a élevée. 50 ans de carrière, pour fêter ça, il fallait bien fêter ça avec tes plus grands succès, tous les personnages et les tableaux de tes spectacles, et Marie-Rose évidemment. Tout ça écrit et mis en scène par ton chéri, Jean-Jacques Debout. Oui, ce génie de la musique et de l'imaginaire. 50 ans d'amour avec ton public, l'amour. Ben oui, c'est... Tu les aimes, ces petits bouts là qui sont en face de toi? Tous en face de moi, je les ai connus petits, on ne peut pas ne pas les aimer.
Je vois leur sourire avec plein d'étoiles dans les yeux. Je reconnais leur sourire quand ils étaient petits. Hein. Eux, ils te font pleurer? Ils me font pleurer? Non, eux, ils pleurent quand ils me voient. Et eux, quand tu les vois? Il ne faut pas que je pleure. Je me dis, ah non, non, j'ai pas le droit de pleurer, T'as sinon envie tout le monde va quelquefois? pleurer. Non, 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 je suis très forte. Je les fais rigoler, au contraire. Mais ils pleurent d'émotion. Parce que c'est pour ça qu'une petite fille a dit à sa maman, mais pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas, j'ai la poussière d'étoiles dans les yeux. C'était le titre d'un de mes livres. Non, non, il ne faut pas pleurer, il faut au contraire être fort et rire. Là quand j'ai fait le Palais des Congrès, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais personne ne le sait. Il n'y a que moi qui le sais. Mais en fin de compte, le public, il a été conquis. La preuve, c'est que c'est des hurlements. Quand je fais une télévision, comme le jour à Carcassonne, c'était des hurlements dans toute la ville. Tu ressens quoi? Ah, j'ai une grande force qui rentre en moi. C'est comme si j'avais une dose d'énergie énorme, comme si j'avais une lumière qui me traversait. Moi, je pense que ça vient de l'au-delà. Je ne sais pas comment expliquer. Ça ne vient pas de la terre, ça vient d'ailleurs. J'en suis sûre. Et est-ce que, comme Dalida, tu voudrais mourir sur scène? Non. Ça ferait de la peine à mon public. Non, non, je sais pas comment je vais mourir. Peut-être en dormant, comme je dors bien. Ben, je dors bien, hein. À 10h du soir, je suis couchée, je suis levée à 8h, mais je dors bien. Mais enfin, maman, elle est partie en dormant, sans être malade du tout. Au contraire, elle respectait qu'on ne lui amenait pas de la bonne viande. Je lui amenais de la viande du restaurant d'en face, mes sœurs aussi. Parce qu'ils disaient, non, non, mais les gens âgés, il ne faut pas manger de la viande, on va tout hacher. Moi, je mange de la très bonne dents, ça ne va pas, non? Et toi? Tu me parles de ta maman, mais toi, la mort? Moi, je n'ai pas peur de la mort. Alors bon, je ne sais pas où je vais aller, hein, mais peut-être que je vais faire un espèce de truc et puis je vais commencer à chanter dans tous les sens. Ah, il va se passer un truc de toute manière, mais je ne pense pas que... Je ne pourrais pas non plus me dire, je vais être dans un trou perdu et puis personne ne me verra. Je vais m'ennuyer toute seule là-bas. C'est le corps, hein, parce que dans l'âme, je vais être partout. Je vais aider ceux qui vont pas bien, ça j'en suis sûre. Je vais aider tous ceux qui vont pas bien. Ça je suis sûre qu'il va se passer quelque chose pour quelqu'un qui ne va pas, je vais être là. Comme je suis là, quand les gens vont pas bien physiquement, je leur dis, mais vous inquiétez pas, regardez-moi, tout peut s'arrêter demain. Et alors, on sera ensemble, on ira boire un thé ensemble, on ira se promener ensemble, mais c'est pas grave. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes gentil, mais c'est incroyable. Oui, mais il n'y a plus de gentillesse comme ça aujourd'hui. Les gens sont très stressés, hein, ils pensent qu'à eux. Mais quand ils me voient, ils sont tous ils retrouvent ce qu'ils avaient avant. C'est marrant, hein. Ouais. Et tu vas faire une tournée partout en France, en Belgique également. Oui. Et puis en mars 2026, tu seras au Palais des Congrès, Oui. là où tout a commencé. Voilà. Ouais. En Belgique, à Forêt Nationale, ça sera ma 50e. Wow. 50e fois que j'aurai fait Forêt Nationale. Et puis Paris, ça sera évidemment mon lieu, puisque c'est là que j'ai toujours été. Palais des Congrès, c'est mon palais. Et si tu devais inviter la jeune génération sur scène, dans un de tes spectacles, ce serait qui? Oh, ben, j'inviterais Clara Luciani, Angèle, que j'aime beaucoup, Jennifer, qui est très populaire. J'inviterais Benabar, que j'aime bien. J'inviterais Vianney. J'inviterais Gims. J'inviterais celui que j'aime bien, là, qui a le chapeau, soprano. J'inviterais Kenji. Ben, je les ferai tous chanter mes chansons. Du reste, il est question d'une émission de télévision comme ça, mais on attend de voir si les chaînes, comme d'habitude, vont réagir. Ouais. Ouais. Mais j'ai bercé leur enfance. C'est vrai qu'Amel Bent, elle m'a dit très gentiment, vous avez bercé toute ma petite enfance, et l'enfance, c'est sacré. Je dis, c'est complètement sacré, tout vient de l'enfance. Et les enfants, l'enfance peut être une enfance dorée, une enfance difficile, mais si elle est difficile, ça vous apprend à vous battre pour la vie. Si elle est dorée, ben, il faut se battre aussi. Il faut se battre de toute manière. Ouais. Il ne faut pas se dire tout est cuit, c'est bon. Non, 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 moi, je n'ai jamais été comme ça. Tu t'es posé la question, là, un jour, sur ce long chemin. Tu te retournes et tu te dis, mais pourquoi cette carrière? Pourquoi moi? Ben, moi, je pense que j'ai été choisie. Moi, je ne pense pas que c'est venu de moi directement. Ça a été choisi par le public d'abord. Et ensuite, je pense que si je suis arrivée sur la Terre, c'était pour faire ça, finalement. C'était ça. Ma voix, elle était là. Avec un génie qui est Jean-Jacques, qui m'a attirée par là et qui m'a guidée. Parce que moi, je ne sais rien faire. Hein. Moi, je ne sais pas faire la musique, je ne sais pas... moi, je ne sais rien faire. Et quand je chantais au début, je pleurais. Je voulais faire les carreaux, la cuisine, mais pas chanter. J'y arrivais pas. C'est tellement à contre-courant de ce qu'on entend aujourd'hui, de dire moi, je suis une grande star, je chante bien, etc. Et toi, tu es là à te déprécier. Mais moi, je ne sais rien. C'est lui. C'est tellement à contre-courant.
Mais oui, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais tout d'un coup leur dire que je suis une grande star, parce que pour moi une grande star, c'est Edith Piaf, c'est Barbara Streisand, c'est des gens que j'ai connus, que j'ai vus, Yves Montand, que je les ai vus faire. Alors j'étais en admiration devant eux, mais Chantal Goya, bon, c'est vrai que pour le public, je représente beaucoup, ça j'en suis consciente, et pour les enfants, mais moi-même, j'écoute jamais mes chansons, j'écoute pas mes disques, j'écoute rien. J'arrive pas à m'écouter, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas d'où vient cette voix et comment je suis. Alors qu'il y a des artistes qui mettent 40 fois leurs chansons pour qu'on les écoute. Non, moi j'écoute pas. Je les apprends et puis je les sais par cœur. Chantal, c'est l'amie, la maman, la grande sœur, l'amie imaginaire. Voilà, c'est ça, c'est tout ça en même temps. Et moi je me souviens que le public gay qui m'a aidé beaucoup, qui a été toujours premier à me dire oh là là, qu'est-ce qu'on vous aime, on est près de vous. Et moi ça a été important parce que moi j'ai connu beaucoup de personnes de ce monde, qui est un monde de créateurs, qui est un monde en avance, qui est un monde fabuleux. Et tous mes amis, Thierry Leluron, Yves Saint-Laurent, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont un talent inné et qui ont fait avancer la mode, qui ont donné des choses magnifiques pour les femmes. Eh bien, tout ce monde-là, je leur ai demandé, mais pourquoi vous m'aimez? C'est bizarre. Et ils m'ont dit, bah, parce qu'on t'a tellement... maudit quand on a tellement dit des méchancetés sur toi et on a tellement dit des méchancetés sur nous que finalement on a le même intérêt, c'est qu'on s'aimera pour la vie. Ah ben voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est que nous on se comprend, on s'aime et il n'y a pas de barrière. Je dis ah non, il n'y aura jamais de barrière entre vous et moi. Jamais. En un mot, Chantal, ton mot préféré? Je t'aime. Celui que tu détestes? Injuste. Ton gros mot préféré? Oh, ben j'en ai plein. Bon feu, bon vent, la paille au cul et le feu dedans. Bon feu, bon vent, la paille au cul et le feu dedans. Terminé. Là, on ne l'a jamais eu, celui-là. Ah ben non, jamais. vous ne l'aurez jamais parce que c'est ce que je dis sur scène. Bon feu, bon vent, la paille au cul et le feu dedans. Allez hop. Et avec ça, on est bien. Ah bon, on est très bien, oui. On se sent très très bien. La chanson que tu préfères? Ah, j'aime la chanson de Barbara, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ça, c'est une belle chanson. C'est le public? C'est le public, évidemment. Évidemment, elle était Gémeaux, hein, Barbara. Mais j'ai beaucoup de points communs avec les Gémeaux, c'est marrant. Hein. On a beaucoup de points communs parce que Johnny est Gémeaux, Barbara est Gémeaux, Nureyev était Gémeaux, Marilyn Monroe était Gémeaux. On n'est pas de la même planète, on est des planètes à part, mais on a des aimants en nous. Ouais. On a des aimants en nous, c'est ça, on a quelque chose qui aimante les gens. Et le producteur de l'émission, il est Gémeaux puisqu'il est né le même jour que toi. C'est pas vrai, le 10 juin? Franck. 10 juin? Oui. Donc vous ressentez ce que je dis, hein? Oui. Ben voilà. Ben voilà. On est très... on ne calcule pas, nous. On n'est pas des calculateurs. On n'a pas... Moi, je me souviens quand j'ai commencé, mais quelle est votre équipe de marketing? Je disais, quoi ça? Mais on n'a pas de marketing. Mais on fait tout nous-mêmes. On fait beaucoup de choses nous-mêmes. Hein. On sait, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que vous êtes sur Entre vous et moi. Ben voilà. En tout cas, merci, parce que c'est une émission très, très bien et des belles questions et des belles choses à raconter. Qui voudrais-tu, à ta place, inviter pour un prochain invité? Prochain invité? Qui j'aimerais inviter à ma place? Mais prenez dans la jeune génération quelqu'un comme justement Clara Luciani. Elle est très très sensible, mais vous ne pouvez pas la voir. Pas possible. Tu vas lui faire un appel? Ben, c'est elle, mais ils sont tous des agents qui empêchent. Moi, on m'appelle directement. Hein. Moi, j'appelle les gens. Les agents. Mais les agents de police, moi, je connaissais tout. Ouais. Clara Luciani. Clara, il faut venir ici, là, à ma place. Vous avez quelqu'un qui est merveilleux, qui va poser des jolies questions. Et en plus, qui sait très bien parler, ce qui est intéressant quand même. Et surtout, vous avez plein de choses à raconter, j'en suis sûre. Et je vois dans vos yeux que ça pétille, que ça brille. En tout cas, vous êtes une très belle artiste, Clara. Je vous aime beaucoup. Mais moi, je vous aime beaucoup, Chantal. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci. Et pour votre humilité. Ton humilité, tu vois, je finis par vous parce que c'est pas possible. Mais non, c'est ma façon d'être. Hein. Merci. 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 Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci.
Si vous aussi, vous avez retrouvé votre âme d'enfant en découvrant le destin extraordinaire de Chantal Goya, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et nous dire ce que ces mots vous ont inspiré. Et puis partagez cette interview autour de vous. C'est si bon de retourner un peu en enfance. Toutes nos émissions sont disponibles en vous abonnant sur la chaîne Entre vous et moi. Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur vos plateformes préférées. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous soutenir en faisant un don dans le lien en description. Merci à vous.